Dans un gigantesque immeuble commercial, un garçon monte les escaliers, épuisé, disant qu'il est sur le point de s'évanouir. Il a dû monter 28 étages et se demande pourquoi personne ne lui a dit qu'il devrait monter tout ça. Il n'aurait pas accepté cette livraison s'il l'avait su. Il sonne à la porte et annonce que la livraison est arrivée. Une femme au visage furieux répond, disant « Enfin, hein ?» et demande pourquoi il a mis autant de temps, le laissant un peu confus. Elle lui arrache le sac des mains et dit qu'il a mis trop de temps, donc il ne recevra pas de pourboire supplémentaire. Il pointe l'ascenseur, disant qu'il a monté 28 étages, mais elle est plus préoccupée par la nourriture arrivée froide, tandis qu'il s'assied avec colère. Elle dit qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment compter sur aucun livreur. Il veut lui dire de bouger ses fesses paresseuses du canapé et de le faire elle-même alors. Cependant, évidemment, il ne dit rien de tout cela. Alors qu'elle claque la porte au nez, le pauvre garçon s'excuse, se rappelant qu'il doit rester calme et respirer profondément parce que s'il reçoit trop d'avis négatifs, il ne pourra plus livrer. Réalisant maintenant, malheureusement, qu'il devra redescendre les 27 étages qu'il a montés. De retour sur son scooter, il pense que c'est sa faute s'il est un loser fauché. Quelque chose attire son attention et il regarde de côté. Il voit un portail de donjon, la même vieille histoire. Il y a quelques années, des portails sont apparus permettant d'entrer dans d'autres royaumes. Ces royaumes étaient remplis de créatures, une menace trop forte pour que l'humanité puisse la vaincre seule jusqu'à ce qu'un jour, les dieux sélectionnent certains humains pour leur donner des capacités extraordinaires. Ces personnes sélectionnées seraient celles qui s'aventureraient dans les donjons et seraient appelées chasseurs par le reste du monde. Mais pour lui, voir un portail est une mauvaise nouvelle, puisqu'il devra faire un détour par une autre rue parce qu'y entrer serait dangereux. Soudain, il reçoit un appel de son patron, le réprimandant pour savoir ce qui s'est passé avec la dernière livraison. Le patron lui dit d'arrêter de causer des problèmes car il a beaucoup à gérer. Il dit que la commande qu'il a retardée était pour une personne importante, donc il va perdre sans recevoir de commande. Il essaye de dire quelque chose, mais le gars a déjà raccroché. Il voit dans la section des avis de l'application que la femme du 28e étage a jeté la nourriture dans les toilettes parce qu'elle disait qu'elle était vieille et froide. Il veut appeler le patron pour expliquer ce qui se passe, mais il est ignoré. Maintenant, le garçon est foutu. Il est déjà en retard sur son loyer cette semaine. En regardant le portail, il se demande juste pourquoi il ne peut pas être l'un des élus et vivre une vie paisible en tant que chasseur. Épuisé, il veut juste rentrer chez lui et se calmer, mais soudain, il reçoit sur son téléphone un message indiquant qu'il a reçu une demande de livraison. Cette fenêtre le surprend car il ne l'avait jamais vue auparavant. Il décide de cliquer par curiosité. Le téléphone émet un flash et quand il ouvre les yeux, il est dans un endroit qui ressemble aux cieux. Il a peur, se demandant où il est. Est-ce un rêve? Ou a-t-il enfin été choisi par un être, un hunter? Rien ne s'est vraiment passé encore, mais il pleure déjà d'émotion, pensant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, il réalise ensuite que son téléphone affiche toujours une livraison à effectuer et montre même une carte. Il est confus parce que la livraison dit de récupérer du nectar. N'ayant rien de mieux à faire, il décide d'accepter. Dès qu'il clique, la porte dorée devant lui s'ouvre, il y croit difficilement, se demandant où il va et commence à monter au-dessus des nuages, passant près du château. En regardant son téléphone, il a peur. Cet endroit est exactement là où la carte indique. Mais c'est quelque chose de surréaliste. C'est vraiment là où vivent les dieux. Il entre dans un palais avec des piliers géants. Devant une énorme porte, il se demande si c'est là qu'il est censé récupérer les articles. Hésitant, il frappe à la porte, sachant que s'il y a un dieu là-bas, il pourrait avoir une chance de devenir un chasseur. Quelqu'un ouvre la porte, demandant qui il est. Voyant la fille aux cheveux blonds et au manteau blanc, il la reconnaît immédiatement comme une déesse. Bégayant, il dit qu'il est là pour récupérer la commande. Cependant, elle s'approche de lui et demande pourquoi un humain est là, à l'Olympe. Elle dit qu'il a envahi, mais il pointe son téléphone, disant qu'il est là pour récupérer une bouteille de nectar. Elle semble pensive et dit que cela pourrait être l'œuvre d'Hermès. Elle soupire, lui disant d'attendre pendant qu'elle va chercher quelque chose que les humains ne devraient même pas toucher. Elle lui tend la bouteille de nectar et avertit que si son frère ne la reçoit pas à temps, il sera très en colère. Elle s'approche de lui et dit qu'il ne vaut mieux pas en prendre une gorgée, et il dit qu'il comprend. Elle pointe ses yeux et dit qu'elle le surveille, puis claque la porte au nez. Encore une fois, il est en colère. Il pensait qu'il échapperait à la vie de livreur, mais maintenant, il est devenu un livreur qui sera aussi grondé par les dieux. Fixant la bouteille, il dit qu'elle ressemble à du jus de pomme et pense à abandonner la livraison. Cependant, il raisonne que si c'est son frère qui la recevra, il doit aussi être un dieu. Et puisqu'il est ici à l'Olympe, il pourrait aussi bien demander à cet autre dieu de peut-être le transformer en être mythique. Il met son casque, motivé, disant que c'est la dernière livraison qu'il fera jamais. Et avec cela, il commence à rouler à travers la
la lave. Une notification dit qu'il approche. Après une montagne de magma, il y a une petite maison. Il arrive à la porte, épuisé parce qu'il fait plus chaud qu'un sauna là-bas, et annonce que la livraison est arrivée. La porte s'ouvre soudainement. Le pauvre garçon dégouline de sueur parce qu'il fait une chaleur étouffante à l'intérieur. En arrière-plan, il y a la vue d'un nain martelant une forge qui se retourne en colère et demande qui est entré. Embarrassé, le protagoniste dit qu'il n'est pas un intrus. Il est juste là pour faire une livraison. Le nain s'approche de lui, les yeux brillants, disant que sa sœur semble avoir envoyé ce gars. Le pauvre garçon ne peut pas croire que les deux sont frères et sœurs. Ils ne se ressemblent en rien. Cependant, à ce moment-là, le nain remarque qu'il n'est pas Hermès. Préparant son aura, il dit que le garçon est arrivé là sans invitation. Le protagoniste, embarrassé, dit que c'est sa sœur qui lui a demandé de livrer cette chose. Le nain réalise que la bouteille de nectar est pleine et dit au garçon que c'est incroyable qu'il l'ait apportée sans en boire une gorgée. Le garçon dit qu'il n'est pas ce genre de voleur. Bien sûr, il ne boirait pas les affaires de quelqu'un d'autre et la lui tend, disant que le nain peut la prendre. Le nain rit, disant que le garçon est très honnête. Une gorgée de ce nectar l'aurait transformé en Dieu, mais il n'a ressenti aucune tentation. À ce moment-là, le protagoniste est confus en entendant cela, pensant déjà que s'il avait pris une gorgée, il serait un dieu maintenant. Il se précipite pour ouvrir la bouteille, disant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, quelque chose l'interrompt. Le nain la saisit, enlève le bouchon. Le protagoniste essaye de dire quelque chose, mais c'est trop tard. Le nain a déjà pris une grande gorgée. Il jette la bouteille par terre, disant que c'est encore meilleur quand on le boit d'un coup. Le garçon est dévasté, tandis que le nain dit qu'il n'avait pas goûté un nectar aussi frais depuis longtemps. Se présentant comme Héphaïstos, il demande qui est le protagoniste. Il répond que son nom est Hae-Jun Lee. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le nain est déjà en train de partir, disant que maintenant qu'il est rafraîchi, il va retourner au travail. Cependant, Hae-Jun lui met la main sur l'épaule et lui demande d'attendre. Le nain demande de quoi il s'agit et il dit qu'il n'a pas encore été payé. Héphaïstos se retourne et demande s'il parle des frais de livraison. Si c'est le cas, il aurait déjà dû les recevoir et s'éloigne en riant comme un fou. À ce moment-là, Hae-Jun vérifie l'application sur son téléphone, qui émet un flash de lumière qui finit par l'aveugler. Dans son interface système, il affiche 1000 points. Il est dans son lit, disant qu'il est sûr que ce n'était pas un rêve. Dès qu'il a regardé l'application, il a été entouré de lumière et était de retour sur Terre. Cependant, maintenant, ce petit écran est devant lui. Il est en colère, disant qu'il n'a aucune idée de comment utiliser ses points. Il était face à face avec un dieu, donc tout ce qu'il voulait, c'était devenir un chasseur de rang S, le plus fort du monde. Le système donne une notification et dit que les points peuvent être échangés contre divers articles dans la boutique. Il décide d'accepter parce qu'il doit trouver une utilité à ses points. La boutique a tout, d'une pomme d'or valant 1000 points à une moto valant 100 000. Il se met en colère, disant que rien n'est utile et que tout est trop cher. Il commence à faire défiler la boutique, cherchant quelque chose qu'il peut utiliser dans un portail de chasseur. Cependant, il commence à réaliser que c'est inutile. Il ne pourra pas vivre cette vie aventureuse. Jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. En bas, il y a 10 000 won, ou environ 10 $ pour un point. Si c'est vrai, juste avec cette livraison, il a gagné 10 000 won. Hésitant, il décide de toucher. Dès qu'il appuie, un billet de 10 000 won apparaît devant lui et tombe sur ses genoux. Il le ramasse et il semble très réel. Le système se met à jour et maintenant, il a 999 points. Le pauvre garçon est incrédule en regardant le billet, regardant le système. Il appuie encore et encore jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir des billets dans la pièce. Maintenant, le sourire sournois sur son visage a changé. Il jette l'argent en l'air, disant que c'est ce qu'il aime. Dans la scène suivante, il mange même des ramen, complètement heureux et radieux. Il est allé redéposer et a testé l'argent dans une machine à dépôt, ce qui a parfaitement fonctionné. Il pleure d'émotion d'avoir gagné environ 10 000 $ avec une seule livraison. La femme du magasin lui demande si c'est vraiment si mauvais, et il répond que c'est en fait trop bon. Il ressemble à un fou riant seul dans le coin du restaurant. Il se demande quoi faire avec l'argent lorsque la télévision parle du recrutement d'un gars. Il regarde les nouvelles sur la préparation de la guilde pour la porte du Tartare, la plus dangereuse de toutes. Le gars embauche quelqu'un qui s'est classé parmi les 5 premiers de l'examen des chasseurs et qui a un contrat avec l'être mythique Héphaïstos. Il se rappelle que Héphaïstos est le nom du nain potelé, qui est maintenant le meilleur client qu'il ait jamais eu. Il quitte le restaurant avec le ventre plein, puis son téléphone sonne. Il se doutait que quelque chose comme ça pourrait arriver, donc il a apporté son scooter. Le téléphone sonne, lui notifiant une nouvelle livraison, et comme toujours, il est téléporté. Une fois de plus à l'Olympe, il ouvre les yeux. Mais cette fois, il se trouve dans un gigantesque jardin botanique. Il se demande où récupérer la livraison lorsque quelqu'un appelle son nom Hae-Jun Lee. Une fille apparaît, se présentant comme la déesse Déméter. Hae-Jun la salue, et elle dit qu'elle a entendu parler de lui par son neveu. Il demande qui est son neveu, et elle dit que c'est
Héphaïstos. Le pauvre garçon pense que quelqu'un se moque de cette famille parce que personne ne se ressemble. Radieuse, elle dit qu'il semble qu'il n'a pas bu de nectar et demande si elle peut lui faire confiance pour livrer quelque chose. Bien sûr, il dit oui, il livrera n'importe quoi. Après tout, c'est de l'argent facile. Il imagine que cette fois, il recevra quelque chose d'incroyable. Déméter active une énergie dans sa main et crée une boîte à lunch. Il est un peu confus, mais elle lui dit de livrer cette boîte à lunch à sa fille, expliquant que malheureusement, les dieux ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison. Il est sûr de pouvoir la livrer. Mais soudain, elle frissonne et tout le jardin autour d'eux pourrit en un instant. Il regarde autour de lui, se demandant ce qui se passe. Mais elle est déjà en train de partir en le remerciant. Il espère qu'il n'y aura pas de problèmes avec la livraison ou qu'il ne s'agit pas d'une bombe divine. Alors, il la range sur son scooter, imaginant que la déesse n'enverrait pas quelque chose comme ça à sa fille. Il décide de vérifier la destination, mais quelque chose attire son attention et un flash de lumière le ramène sur Terre, le laissant confus. L'application montre que la livraison est bien en Corée. Il se rappelle que la déesse a dit qu'ils ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison et pense que ça doit être quelque chose comme ça. Apparemment, il rencontrera sa fille quand il arrivera là-bas. Il n'a jamais été aussi excité par une livraison, déjà curieux de savoir combien de points il recevra. En arrivant à destination, il enlève son casque, disant que ça doit être une blague. La livraison dit qu'il doit entrer dans le donjon le plus dangereux du monde, le donjon du Tartare, connu comme le cimetière des chasseurs. Mais il dit que ça ne peut pas être ça. La fille doit juste être devant la porte. Pourtant, le téléphone dit que la destination a été mise à jour, et la carte montre clairement l'intérieur du Tartare. Il crie qu'il n'y a aucun moyen qu'il entre là-dedans et décide d'annuler la commande. Cependant, sous la limite d'1 heure, il est dit que s'il annule, il recevra une punition divine. Un chronomètre apparaît disant qu'il a 42 minutes où il se transformera en cochon avec une conscience humaine. Désolé, il se demande quel genre de punition c'est. Il aurait au moins dû vérifier les informations, mais rien de tout cela n'a de sens. Tout d'abord, il ne peut pas passer devant ses gardes à la porte. Le fou commence à penser à tous les plats faits avec du porc. C'est alors que la fenêtre du système apparaît à nouveau, disant que s'il a besoin d'aide, il peut vérifier la boutique. Il sait qu'il a peu de points, donc ça ne serait pas utile. Il commence à planifier d'engager des chasseurs pour y entrer. Mais dans la boutique, pour 800 points, il y a une réplique du Kaini, un casque de brume qui cache la présence de l'utilisateur pendant 30 minutes. Il dit que cette offre à durée limitée est absurde et clairement juste un moyen de vider tous les points qu'il a. Mais puisqu'il se transformera en cochon s'il n'accepte pas, il décide d'acheter le casque, jurant de ne plus jamais accepter un autre travail. Le casque apparaît de nulle part. Maintenant équipé, il a 38 minutes pour faire la livraison. Il passe facilement devant les gardes qui ne remarquent pas sa présence, éternuant seulement à cause du vent froid. Il se dirige vers la porte, terrifié puisque c'est l'un des endroits les plus horrifiants du monde. Mais sans autre option, il continue. Hae-Jun Lee, un livreur de 20 ans sans licence de chasseur, sans contrat mythique, sans pouvoir surnaturel, ni capacité physique, défie toutes les chances. Il devient la première personne à atteindre la partie la plus profonde du Tartare. Regardant autour de lui, il dit qu'il n'y a personne, mais au moins, il est arrivé rapidement et ne sera pas transformé en cochon. Il commence à crier, disant que la livraison est arrivée. De l'obscurité, un loup à 3 têtes le fixe. Le pauvre gars est terrifié, se demandant ce que c'est. La bête s'approche en bavant, prête à le mordre. Lui, sans pouvoir, pense qu'il aurait mieux valu se transformer en cochon. La créature s'approche, face à face. Il sait que c'est sa fin. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour ce fichu casque et maintenant, il s'est offert sur un plateau à ce monstre. Mais ensuite, il se rappelle qu'il avait 2 utilisations du casque. Le monstre bondit pour mordre quand il active à nouveau le casque. Mais maintenant, il est déjà sous ses dents. C'est trop tard, jusqu'à ce que quelqu'un dise à la bête de ne rien manger de sale. Le monstre se fige un moment. Hae-Jun ouvre les yeux, hésitant, voyant qu'il n'est pas mort. Il regarde en arrière et voit une petite fille. Il se demande pourquoi un enfant est dans la partie la plus profonde du Tartare. Elle s'approche gracieusement en caressant la bête, disant que ce chien ne mord pas. Le pauvre garçon voit immédiatement qu'elle ressemble à sa mère, Déméter. Il demande la permission et dit qu'il a une livraison. Quand quelqu'un derrière demande où est allée Perséphone, un homme pâle apparaît, disant qu'il semble qu'elle est allée jouer avec Cerbère. L'homme voit alors le protagoniste et demande comment un mortel a eu le courage d'entrer dans le monde souterrain d'Hadès. Embarrassé, le protagoniste essaie d'expliquer mais est déjà effrayé, ayant entendu que c'est le roi des enfers. Hadès dit qu'il est le premier humain à y arriver depuis longtemps, depuis Orphée. Une aura entoure Hae-Jun, lui serrant le cou. Le pauvre gars ne peut pas respirer ni parler. Hadès dit qu'Orphée y est allé pour sauver sa femme qui était morte, mais le garçon est venu pour voler son casque. Dès qu'il lui attrape la main, il remarque que c'est une version fausse. Perséphone dit qu'il devrait écouter ce que le garçon a à dire d'abord. Avec cela, Hadès relâche Hae-Jun qui tombe en toussant. Il demande pourquoi il est entré dans ce
domaine. Luttant pour parler, il explique qu'il est venu faire une livraison. Hadès veut savoir si c'est une livraison pour lui, le dieu des enfers. Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas et qu'il a apporté quelque chose que sa femme a envoyé pour leur fille. Il se regarde confus. Hadès veut savoir pourquoi il fait la livraison et pas Hermès. Tremblant, Haejun dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on lui a dit d'apporter. Perséphone reconnaît la boîte à lunch envoyée. Hadès demande si Haejun n'a pas dit que c'était sa femme qui lui a demandé de l'apporter. Le pauvre garçon dit oui, elle lui a demandé de l'apporter à sa fille. Perséphone explique que c'est fait par sa belle-mère. La fille est toute radieuse, disant qu'elle est arrivée chaude. Mais en entendant cela, Haejun se demande si les deux sont un couple. Il pointe Hadès en disant qu'il est dégoûtant et trop vieux pour elle. Oups. Il se couvre la bouche, réalisant qu'il a parlé sans réfléchir. Mais Hadès l'a entendu clairement et lui dit de répéter ces mots au roi des enfers. Le protagoniste commence à bafouiller, essayant de s'excuser mais tremblant. Hadès le fixe juste et commence ensuite à rire comme un fou. Le protagoniste est confus et Hadès dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un humain aurait le courage de l'insulter, lui, le dieu des enfers. Il demande le nom de Haejun, qui répond en tremblant. Hadès avertit que puisque c'est la première fois, il pardonnera cette insolence. Cependant, s'il fait quelque chose de nouveau, il n'a qu'à pointer une main et Haejun est entouré d'énergie, comprenant très bien ce qui se passera. Avec cela, Hadès dit que le paiement a été livré et qu'il peut remercier sa belle-mère pour cela. Immédiatement, la fenêtre clignote et cette fois, il reçoit 10 000 points plus un extra de 5 000 de la part du dieu des enfers. Hadès rend même le casque en disant qu'il peut garder la babiole. Haejun tremble ensuite et le remercie avec un grand sourire. La scène change pour un homme épuisé face à un dragon. Il se prépare au combat. Il est le capitaine de l'équipe 1 et un chasseur de type combat, Doyen Ha. Il délivre une série de coups au dragon, mais celui-ci riposte avec une griffe à la poitrine. Cependant, quelqu'un d'autre attaque par derrière avec une lame d'aura et le dragon le remarque. Mais l'attaque touche le dragon qui hurle de douleur vers le ciel avant de tomber vaincu. L'épéiste s'approche de Doyen et le félicite, disant qu'ils ont enfin conquis le premier étage du Tartare. Cet homme est le maître de guilde et se classe également 3e au monde. Son nom est Sang Jun Park. Tout le monde là-bas célèbre. Il dit que c'est un grand jour parce que leur guilde a maintenant atteint la partie la plus profonde du Tartare. Cependant, tout le monde est vraiment épuisé. Sang Jun remercie Doyan, disant que c'est grâce à lui. Doyan, ému, dit qu'il n'est pas si bon. Tout le monde se serre dans les bras, disant qu'ils resteront ensemble pour toujours. Sang Jun dit à Erin de ménager le dragon. Elle est classée 17e au monde et dit qu'elle comprend. Le patron dit qu'il sait qu'elle veut collecter beaucoup de pierres de mana. Mais ça va, pas besoin de se précipiter. Cependant, elle ressent quelque chose. Elle descend du dragon, avertissant que quelque chose arrive à grande vitesse. L'équipe fixe le vide, sachant qu'ils sont épuisés et qu'il sera très difficile de se défendre. Sang Jun dit à tout le monde de se préparer. Et Erin dit que c'est presque là. Le leader avertit que si les choses deviennent difficiles, tout le monde doit fuir et qu'il essaiera de retenir les monstres. Mais les gars sont émus, disant qu'ils se battront avec lui jusqu'au bout du monde. Il sourit, mais Erin avertit que c'est maintenant là. Au loin, il y a le bruit d'un moteur et évidemment l'ombre d'une moto avec un casque. Sang Jun est choqué, se demandant ce que c'est. Calmement, Haejun demande la permission de passer. Voyant le dragon, il dit qu'ils sont incroyables et il est content qu'ils soient là parce que l'effet du casque allait s'épuiser. Il regarde en arrière et leur fait un signe de pouce levé, leur disant de faire attention parce qu'à partir d'ici, il y a des créatures avec de la magie noire et il s'éloigne rapidement sur son scooter. Personne dans la guilde n'a réussi à dire un mot, tellement ils sont confus. La scène suivante parle du nombre 150 millions. Si c'était une mesure en années, on remonterait à l'ère des dinosaures. Un nombre proche de la population totale de la Corée. Normalement, on reçoit environ 3 $ par livraison. Il faudrait faire 50 000 livraisons pour atteindre ce total. Mais c'est le montant exact qu'il recevrait s'il échangeait ses points maintenant. Le gars sourit largement, n'est-ce pas? Il a regardé ce nombre toute la journée. Bien sûr, il avait peur de mourir, de se transformer en cochon. Il y a aussi eu un moment où il a failli être mangé par un chien. En plus, il a failli être étranglé par le dieu des enfers. En y pensant, il a beaucoup souffert pour gagner cet argent. Mais maintenant, il rit. En fin de compte, rien de tout cela ne compte parce qu'il a gagné une tonne d'argent. Et le capitaliste le plus faible en veut toujours plus, évidemment. Il dit qu'à partir de ce moment, mais ensuite son estomac gronde et il réalise que c'est bien de manger quelque chose. Peut-être une bière, mais du poulet frit. Pendant ce temps, Sang Jun assistait à une conférence. Il est épuisé et sort pour parler aux membres. Juste après cela, il doit parler au président de l'association des chasseurs. Le gars n'a pas une seconde de repos. Doyan demande s'il a mentionné le livreur à la conférence. Il répond que non. Il préfère le garder caché pour l'instant puisque personne n'a aucune idée d'où vient ce gars. Ils auraient dû poursuivre le gars pour poser des questions, mais tout le monde était épuisé et ne
savait pas quoi dire. Cependant, évidemment, tout le monde dans la guilde est curieux. La blonde dit qu'il portait un casque étrange et conduisait un scooter. Peut-être que ce ne sera pas trop difficile de le trouver. Mais Sang-Jun leur dit de ne pas trop s'inquiéter puisque leur objectif est de conquérir les donjons, pas de découvrir qui est ce gars mystérieux. Alors il informe les deux qu'ils doivent fabriquer de nouvelles armes, donc ils devront aller au donjon de la mine. Doyan essaie de se plaindre, mais n'a pas le choix et demande quel type de métal il veut. Sang-Jun réfléchit un moment et dit que c'est quelque chose appelé métal céleste. Pendant ce temps, notre protagoniste mange son poulet frit. Il était excité de manger jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il saute, ne voulant manquer aucune commande des dieux. Il avait faim, mais dans un flash de lumière, il se retrouve entouré de montagnes. Et juste en face de lui se trouve la maison d'Héphaïstos une fois de plus. C'est alors qu'il réalise qu'il a oublié son scooter et son casque. Alors qu'il se demande cela, quelqu'un est derrière lui. Soudain, quelqu'un appelle le garçon et il se retourne pour voir Héphaïstos les larmes aux yeux. Hae-jun demande pourquoi il n'est pas à l'intérieur de la maison. Pleurant, Héphaïstos dit qu'il a été expulsé. Hae-jun est confus et demande de quoi il parle. Il explique qu'il buvait et mangeait avec son frère Dionysos quand quelqu'un est apparu, l'appelant cher et demandant pourquoi il buvait encore. Avec cela, les deux sont expulsés et elle a dit qu'il ne devrait même pas penser à revenir. Dionysos est parti immédiatement, mais le petit nain est abandonné là. Hae-jun dit qu'il comprend, mais demande ce qu'il veut qu'il livre. Désolé, Héphaïstos dit qu'il n'a rien à boire ni à manger. Depuis qu'il a été expulsé, il n'a rien mangé. Il a supplié, mais même sa sœur n'avait pas de nectar, et maintenant seul Hae-jun peut le sauver. Hae-jun comprend plus ou moins, mais n'a aucune idée de ce qu'un dieu mange ou boit. Allongé par terre, Héphaïstos dit que s'il pouvait avoir une sorte de viande avec de l'alcool, ce serait parfait. Hae-jun sort son téléphone et lui dit d'attendre une seconde. Un flash de lumière se produit pendant que le nain est allongé par terre. Il renifle quelque chose jusqu'à ce que Hae-jun apparaisse avec la bière et le poulet qu'il avait acheté, disant qu'il est heureux de partager. Héphaïstos dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est et notre garçon explique que c'est un combo courant en Corée. Le soleil brille entre les montagnes et le nain est incroyablement heureux, disant qu'il n'a jamais eu une boisson aussi rafraîchissante de sa vie. Il pensait aussi que le morceau de poulet était trop petit, mais quand il y mord, il a le meilleur goût qu'il ait jamais eu de sa vie. Hae-jun se demande si ce type est vraiment un être mythique. Le nain dit qu'il va lui donner une grande récompense et lui dit de vérifier son téléphone. À ce moment-là, le téléphone sonne et quand il regarde, il a gagné encore 15 000 points de la part d'Héphaïstos. Le garçon rusé n'en croit pas ses yeux, il a gagné 150 000 $ juste pour avoir livré du poulet. Le nain dit même que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à appeler. Pour lui, ce nain est le gars le plus adorable du monde et il veut le serrer dans ses bras. Il se rapproche affectueusement quand quelqu'un approche, évite de l'appeler cher et ils se tournent tous les deux. Hae-jun est surpris. Elle demande pourquoi il boit encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la déesse de l'abondance et de la densité. Tout le monde. Le protagoniste est ému aux larmes par sa beauté, disant qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il ne comprend pas comment elle est mariée à ce nain pleurnichard et pourquoi il tombe soudainement à genoux. Héphaïstos commence à expliquer qu'il mange là seulement parce qu'il a été expulsé de chez lui. Elle fait une face en colère, disant qu'il a complètement raison. Le nain est choqué et Hae-jun dit qu'il ferait mieux de s'excuser. Elle appelle alors Hae-jun par son nom et se présente comme Aphrodite. Elle est vraiment la déesse de l'amour, portant une immense quantité de bonheur. Elle s'excuse et Hae-jun dit que ce n'est pas un problème du tout. Il est seulement là parce qu'il a été embauché. En entendant cela, le nain demande s'il peut livrer quelque chose. Il n'est pas sûr de quoi dire et Aphrodite dit qu'il semble être un garçon honnête. Motivé, il dit qu'ils peuvent compter sur lui puisqu'il est le livreur des dieux. Le nain a beaucoup aimé cette information, mais en réalité, Hae-jun veut livrer quelque chose pour Aphrodite. Le nain lui dit alors d'aller chercher des matériaux dont il a besoin pour la forge. L'emplacement est juste dans sa ville et ce qu'il cherche est aussi le métal céleste. Le moment d'après, il est déjà sur son scooter, se demandant si c'est le bon endroit. Encore une fois devant une porte, mais cette fois pour les mines de Sewerei. Face à cela, son cœur bat la chamade. Il n'en revient pas qu'il entre à nouveau dans un donjon. Dès qu'il a vu l'emplacement, il est allé vérifier et a découvert que c'était les mines. Il était pensif et a dit à Héphaïstos qu'il ne pourrait pas le faire, expliquant que la dernière fois qu'il est entré dans un donjon, il a failli mourir. Le nain a demandé pourquoi et il a dit que c'était parce qu'il n'est pas un chasseur et ne peut pas se battre. Il a réussi uniquement parce qu'il avait un casque qui cachait sa présence, mais maintenant il est cassé. Héphaïstos a dit que s'il s'agit d'un casque cassé, il n'a qu'à le lui donner et il le réparera. Tout excité, il s'est levé et a dit qu'il est le dieu des forgerons et peut réparer n'importe quel trésor mythique. Hae-jun s'est excité
tué et maintenant il est de retour dans le donjon avec un casque. C'est une réplique réparée avec une durée de 2 minutes et 2 utilisations. Encore une fois, il entre dans la porte, mais en entrant, il y a une foire en cours et il est confus. Il savait que ce donjon était populaire, mais c'est ridicule. Il imaginait que le problème serait les monstres, mais maintenant il réalise qu'il devra aller au fond de cet endroit pour trouver quoi que ce soit. Pendant ce temps, Doyan est là, mangeant calmement. Après avoir roulé pendant 30 minutes, il a finalement trouvé un endroit vide. Le seul problème est que le terrain est terrible et son scooter tremble de partout. Au moins, il commence à voir des minéraux sur le mur. Mais ce qu'il doit trouver est le métal céleste, un morceau de minerai qui brille d'une couleur rouge. Il continue, se demandant jusqu'où il devra aller. En tournant un coin, un squelette géant passe près de lui. Il a peur mais continue d'accélérer puisqu'il est toujours invisible. Cependant, il heurte le corps de son scooter. Un squelette remarque quelque chose mais est confus car il ne voit rien. La seule mauvaise chose est que son scooter est maintenant en panne. Il s'arrête un instant et sourit, pensant qu'il a de l'argent pour en acheter une infinité. Avec cela, il continue d'aller au fond de la grotte, jusqu'à ce que, sur un tas de rochers, il voit le minerai céleste. Il s'approche, enlève son casque et sourit, disant qu'il l'a enfin trouvé. Le problème est comment il va le transporter hors de là. Il tire d'un côté et donne des coups de pied de l'autre mais abandonne. Que va-t-il faire maintenant? Mais le système le sauve et lui dit de vérifier la boutique. Peut-être y a-t-il quelque chose d'utile. Dès qu'il l'ouvre, il voit un article recommandé pour 4700 points. C'est une pioche d'explorateur qui peut parfaitement miner, mais seulement une fois. Mais cette fichue chose coûte 4700 points. Il se rappelle qu'à l'entrée, on peut emprunter une pioche pour 10 000 won. Il part en disant qu'il ne dépense pas d'argent ici de cette manière. Le problème est que, en regardant son scooter, il n'est clairement pas en bon état. La meilleure chose à faire est de prendre le risque. Il a déjà dépensé les 4700 points et l'a jeté dans sa main. Ensuite, il suffit de facturer Héphaïstos pour cela et il frappe le minerai avec la pioche. Frappez le minerai directement sur le dessus. Il se détache magiquement de la roche et la pioche se désintègre. Le minerai roule en bas du rocher et il court après comme un idiot. Il soulève la chose du sol, mais c'est incroyablement lourd. Après avoir lutté, il parvient à le jeter sur son scooter, pensant que ce serait beaucoup plus facile s'il pouvait aller directement à l'Olympe. Mais c'est alors qu'un ogre de pierre apparaît derrière lui. Il est sans le casque et prend peur. La créature rugit, secouant toute la grotte. Dans une autre partie de la grotte, Doyan combattait des squelettes. En entendant le rugissement, il se demande ce que c'était. Il a senti quelque chose s'approcher de l'obscurité et s'est préparé à se battre quoi que ce soit. C'était Hae-jun, accélérant et lui disant de s'écarter du chemin. Doyan l'a reconnu comme le même gars du Tartare, mais le protagoniste est juste passé en lui disant de courir s'il tenait à sa vie. Il n'a même pas pu dire un mot et le gars était déjà parti. À ce moment-là, il a entendu quelque chose derrière lui. En se retournant, l'ogre se dirigeait vers lui. Il a couru désespérément, disant qu'il voulait aussi monter. La scène passe à Hae-jun, criant qu'il a encore failli mourir. Héphaïstos dit qu'il est très bon pour livrer rapidement, mais notre garçon jure, disant qu'il aurait dû le prévenir que c'était si dangereux. Le nain a l'air confus, disant qu'il n'y a rien dans cet endroit qui mette la vie en danger. Notre protagoniste essaie d'expliquer que la roche était aussi gigantesque. Le nain semble confus et il dit qu'il va la chercher. Avec cela, il apporte le bloc rouge. Il jette l'énorme roche par terre et demande à Héphaïstos de jeter un œil à cette chose gigantesque qu'il a demandé. Le nain est choqué et demande quel genre d'abomination c'est. Et les deux se regardent. Dans l'épisode précédent, Hae-jun crie qu'il a encore failli mourir. Héphaïstos dit qu'il est très bon pour livrer rapidement. Mais notre garçon jure, disant qu'il aurait dû le prévenir que c'était si dangereux. Le nain a l'air confus, disant qu'il n'y a rien dans cet endroit qui mette la vie en danger. Notre protagoniste essaie d'expliquer que la roche était aussi gigantesque. Le nain semble confus et il dit qu'il va la chercher. Avec cela, il apporte le bloc rouge. Il jette l'énorme roche par terre et demande à Héphaïstos de jeter un œil à cette chose gigantesque qu'il a demandé. Le nain est choqué et demande quel genre d'abomination c'est. Les deux se regardent fixement. Hae-jun lui dit d'arrêter de faire semblant parce que c'est le métal céleste qu'il demandait. Héphaïstos essaie d'expliquer que ce n'est pas ce qu'il voulait dire et soulève la pierre, disant qu'il n'a jamais entendu parler d'un métal céleste aussi grand et pur. Hae-jun est confus par ce qu'il a dit. Le nain lui dit d'attendre et lui montre quelque chose. Il revient avec une petite pierre en disant que c'était le plus grand morceau qu'il avait jamais vu avant celui-ci. Il dit au protagoniste qu'il est plus incroyable qu'il ne le pensait et mérite vraiment bien plus que ce qu'il est payé. Il dit à Hae-jun de regarder. Hae-jun est choqué. Il était censé être payé 20 000 points pour la livraison, mais il a reçu 30 000 points supplémentaires pour la taille de la pierre. Il est étourdi.
lui ayant reçu un demi-million de dollars. Le nain explique qu'il a dû payer plus parce qu'il serait ridicule de prendre juste un morceau et de lui dire de reprendre le reste. Et June tombe à terre et le remercie du fond du cœur. Le nain lui dit de se relever, mais le garçon dit qu'il ne peut pas. Ses jambes veulent exprimer leur gratitude. Les nouvelles rapportent le tremblement de terre qui a eu lieu dans les mines d'égout. Sang-Jun demande à Do-Yan s'il va vraiment bien. Il dit oui, mais avertit que les mines seront fermées pendant un certain temps. Sang-Jun demande ce qui s'est passé et il dit qu'il y avait un golem géant là-bas. Et ce type qui était à la porte du Tartare est réapparu. Le plus étrange est que le golem semblait le poursuivre. En entendant cela, Sang-Jun commence à penser à recruter le protagoniste. Do-Yan dit que s'il le veut, il peut le trouver. Il se souvient de la moto du gars et de la plaque d'immatriculation et a aussi obtenu les enregistrements de l'endroit. Le chef le remercie en disant que faire venir quelqu'un comme ça dans la guilde serait très bien. Il est heureux que le gars n'ait pas été blessé et dit que dorénavant, il s'occupera de ces choses. Do-Yan le remercie et dit qu'il le suivra jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce que Sang-Jun demande s'il a obtenu du métal céleste. Alors, les deux se taisent. Pendant ce temps, Hae-Jun voit 75 000 points sur l'écran et sourit comme un imbécile. Maintenant, avec un demi-million de dollars, il peut enfin commencer à penser à une nouvelle maison. L'argent qu'il gagne est beaucoup même pour un très bon chasseur. Le seul problème est qu'il sait qu'il survit par chance. Dans la boutique, il ouvre le magasin en cherchant quelque chose. Le problème est toujours que tout est extrêmement inutile et cher. L'arme la moins chère coûte 1 million de dollars. Sans parler du fait que ce sont toutes des répliques, donc elles ne dureront probablement pas longtemps. Peut-être devrait-il abandonner l'idée de vaincre des monstres jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Une combinaison de course de niveau 1. Elle améliore considérablement les capacités physiques de l'utilisateur selon le niveau de la combinaison. Mais elle coûte 50 000 points. Il est en colère que le système ne lui recommande pas ces bonnes choses. Le seul problème est qu'il ne sait pas à quel point elle est efficace. Et 50 000 points, c'est assez cher. Il y pense et décide de l'acheter comme un investissement dans son travail. De cette façon, il pourra faire plus de livraisons. Il l'achète. Et soudain, il y a un éclair de lumière et la combinaison apparaît devant lui. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Il lui reste 25 000 points, mais le garçon est équipé. En la portant, il trouve étrange que bien qu'elle soit un peu inconfortable, il ait l'impression de ne rien porter. De plus, elle ne semble pas chauffer. Il décide de la tester. Pendant ce temps, Do-Yan est désolé en ville. Il cherchait le protagoniste, mais même avec la plaque d'immatriculation, il ne pouvait pas trouver son adresse. Puisque que notre protagoniste n'a rien fait d'illégal, il n'y a donc rien à son sujet à la police. Il crie seul en se demandant comment il va trouver ce salaud. À ce moment-là, le protagoniste s'arrête et lui dit que le feu est vert. Do-Yan s'excuse et se met de côté en disant qu'il semble que tout le monde aime utiliser cette même moto, mais alors quelque chose attire son attention. Les rayures sur le côté sont identiques à celles du gars, et c'est la même foutue plaque d'immatriculation. Il crie à Hae-Jun de s'arrêter, mais il a déjà accéléré. Il essaie de courir après lui, mais il ne peut pas. Voyant un taxi derrière lui, il monte et demande de suivre cette moto. Mais le conducteur le met dehors en demandant s'il pense que c'est un film. Cependant, il ne renonce pas en disant qu'il continuera à le suivre dans cette direction jusqu'à ce que le gaz à moto s'arrête après avoir couru assez loin. Il tombe à terre épuisé. Une femme lui demande même s'il va bien et il dit que oui. Elle dit qu'elle le reconnaît qu'il est Do-Yan, l'un des membres de l'une des plus grandes guildes. Et il dit qu'elle doit se tromper, car Do-Yan ne serait jamais allongé par terre comme ça. Il n'a aucune idée d'où est allé ce satané livreur. Puis un bruit attire l'attention de tout le monde. Il sent un frisson et décide de s'approcher lentement. Il regarde autour de lui et ne voit la moto nulle part. Cependant, son instinct lui dit que ce gars est derrière tout ça. Les personnes âgées lui disent de faire attention car l'écho du pic pourrait provoquer une avalanche. Il dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il appartient à une grande guilde et commence à courir à nouveau. Encore une fois, il suit le protagoniste épuisé en se demandant où il est jusqu'à ce qu'il regarde sur le côté et voit une roche avec un trou au milieu. En voyant cela, il dit qu'il est impossible que quelqu'un ait fait cela. D'autres chasseurs de rang B pourraient casser cette roche, mais créer un cratère parfait comme celui-ci n'a pas de sens. Il est sûr que c'est une sorte de magie ou de pouvoir divin. Si c'est le gaz à moto, il doit l'amener à la guilde quoi qu'il en coûte. De retour à la maison, le furtif Hae-Jun est épuisé, ne croyant pas qu'il ait fait ce trou dans la roche. Sans parler du fait que pendant quelques minutes, il pouvait courir plus vite que sa moto. Maintenant, il est heureux et se sent confiant pour entrer dans n'importe quel donjon. Son téléphone sonne une fois de plus, mais au lieu d'un son de harpe, c'est le son d'un instrument chinois. Il voit que l'emplacement est à Buchon, réalisant qu'il ne va pas à l'Olympe et que c'est probablement un donjon. Il recherche sur son téléphone des donjons à Buchon. Et évidemment, comme il l'imaginait, il y en a un appelé Mont Huago. C'est une livraison sans limite de temps, donc il va attendre que sa combinaison se recharge avant de le faire. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il était suivi par la blonde de la guilde qui le surveillait. Sang-Jun savait déjà tout ce que Do-Yan lui avait dit. Il a dit que s'il dispersait des chasseurs dans cette région,
région, il le trouverait sûrement. Sang-Jun lui dit que ce n'était pas possible parce qu'il n'avait pas de photo du gars, mais Dao-Yan lui a dit de se détendre. Il lui a montré un croquis parfait qu'il a fait du Garzamoto. Le chef demande s'il est vrai que le gars semble plus fort qu'il n'y paraît. Dao-Yan a expliqué à propos de la roche percée qu'il a vue, ce n'est pas quelque chose qu'un chasseur normal peut faire. Maintenant, ils sont motivés pour recruter le protagoniste avant que la guilde du Dragon Noir ne puisse le trouver. Bien que les Indésirables soient actuellement en tête des guildes coréennes, la deuxième plus grande guilde, Dragon Noir, a beaucoup grandi ces dernières années. Cependant, ils sont du genre de guilde à commettre n'importe quelle activité illégale pour augmenter leur influence. Le chef dit qu'ils ne peuvent pas perdre quelqu'un de si bon à une guilde comme celle-là. Dao-Yan dit qu'il peut lui faire confiance pour recruter ce gars. Le lendemain, quand Tae-Jun arrive à la montagne, il y a beaucoup de monde à l'entrée, mais il avait vu en ligne que cet endroit n'était pas populaire. En s'approchant, un gars lui dit de rester là. Surpris, il réalise que le gars parle en fait à un petit garçon juste derrière lui. Il entend des gens parler de quelque chose en rapport avec la guilde du Dragon Noir. Notre protagoniste sait que c'est l'une des guildes qui aime monopoliser certaines portes. Cependant, il entre car cela ne le concerne pas. Dès qu'il entre dans le donjon, il reçoit un message indiquant qu'il est près du point de livraison et le téléphone indique qu'il est juste à côté, laissant le pauvre gars confus. Puis, il regarde sur le côté et comprend qu'ils veulent qu'il grimpe au sommet de la montagne. En se souvenant du golem de pierre, il a peur. Mais maintenant, il a sa combinaison, alors il est confiant qu'il peut gérer n'importe quelle créature. Il enlève son casque et se prépare. Mais quelqu'un appelle le livreur. Un visage sur le sol l'interpelle et Jun est surpris. C'est la tête d'un singe qui lui parle. Le singe lui dit de ne pas avoir si peur. N'a-t-il jamais parlé à un singe avant? Il est un peu incertain de ce qu'il doit dire et demande si le singe a commandé la livraison. Il lui dit qu'un enfant avec un chapeau ailé lui a dit que s'il le souhaitait vraiment, quelqu'un apparaîtrait pour accomplir la demande. Notre protagoniste se demande si cet enfant avec le chapeau ailé est derrière tout ça. Le singe dit alors qu'il y a quelque chose qu'il veut que Hae-Jun aille chercher et le protagoniste lui dit de simplement demander. Le singe se présente comme le magnifique roi des singes ou le Bouddha victorieux. Cependant, les gens aiment l'appeler le grand Sun Wukong. Hae-Jun pense immédiatement à Goku et s'approche, demandant pourquoi le singe est coincé là. Sun Wukong dit qu'il a été puni juste parce qu'il a volé quelques pêches de l'empereur de Jade. Tout ce qu'il voulait, c'était une bouchée, mais dès qu'il l'a touché, il a été emprisonné sous la montagne. Hae-Jun dit qu'il comprend et demande ce qu'il veut qu'il aille chercher. Wukong dit que ce n'est pas grand-chose. Il suffit de suivre la direction derrière lui et il trouvera un tas de déchets. Il y a une boîte cachée qu'il veut que Hae-Jun ramène. Hae-Jun réfléchit à cela et la voit à 10 km de là. Comme ce n'est pas loin, il dit qu'il sera bientôt de retour et part. Cependant, le singe sourit sournoisement. Au milieu de la forêt, quelques aventuriers se demandent si c'est le boss du mont Suago. Assis par terre se trouve un golem gigantesque. Une femme s'approche et leur dit de ne pas avoir peur. Les gars, c'est le maître de la guilde du Dragon Noir et elle est très dangereuse, portant une présence qui pourrait rivaliser avec celle d'Aphrodite. Elle s'appelle Joa Han. Elle sait que la guilde Yongwon a réussi à avancer au premier étage du Tartare. Cependant, s'ils peuvent vaincre ce boss à 8 trigrammes, ils pourraient revendiquer la première place des guildes. Elle ordonne à tout le monde d'attaquer et le blond derrière elle donne l'ordre aux tanks d'avancer. Cependant, les gars hésitent en disant que cette chose ne bouge pas. Mais quelque chose ne va pas. Dès qu'un d'entre eux fait un pas, un cratère s'ouvre et la créature commence à se lever. Le monstre est assez grand pour projeter une ombre sur toute l'équipe. Le rugissement du monstre fait trembler toute la guilde, disant qu'ils ne peuvent pas combattre cette chose. Mais le blond avertit que quiconque abandonne la mission sera tué par la guilde. Les aventuriers disent qu'il est impossible de vaincre une telle créature avec ses armes médiocres. Mais à ce moment-là, un homme aux cheveux roux crie à tout le monde de se mettre en position de combat. S'ils ne se concentrent pas, ils seront écrasés maintenant. Le groupe hésite mais accepte et s'approche. Le blond demande à la chef de guilde si elle pense que le plan va fonctionner. Elle ne semble pas trop préoccupée, disant qu'elle ne sait pas non plus. Dans la forêt, Hae-Jun roulait en scooter jusqu'à ce qu'un tremblement de terre commence. Même certains monstres fuyaient dans la même direction. En voyant la fumée au loin, il savait que ce n'était pas bon. Mais comme sa combinaison était encore en train de se recharger, il se sentait confiant et décidait d'aller voir. Les aventuriers se faisaient malmener. Un coup de pied du golem et ils étaient repartis. L'équipe arrière essayait de soutenir, mais ses flèches ne faisaient rien au monstre. Le roux, réalisant que rien ne fonctionnait, il a vu un mage à côté du chef lui dire de faire quelque chose. Mais Johan dit que si tout le monde survit, cela affectera la réputation de sa guilde. Le gars est confus, mais reçoit un coup de poing au visage qui l'assomme. Elle dit qu'ils sont là uniquement pour l'aider à conquérir l'endroit. Comme personne ne pouvait rien entendre à cause de la bataille, il continuait d'avancer. Le roux a utilisé une capacité de saut pour se lancer sur le golem et porter un coup direct à sa tête. Il a crié à tout le monde qu'il avait créé une ouverture et qu'il devait attaquer.
escalier. Avec cela, tout le monde a commencé à entourer le monstre. Après beaucoup d'efforts, il est tombé au sol. L'équipe a célébré en disant que finalement les attaques fonctionnaient. Ils ont tous acclamé en disant qu'ils allaient s'en sortir vivants. Cependant, le golem s'est soudainement réveillé. Johan semblait excité que le boss entre en phase 2. Il semblait maintenant plus grand et plus fort. À l'arrière, Hae-jun observait. Cependant, à l'extérieur, Doyan a mentionné qu'il était dans la ville de Suwon hier et qu'aujourd'hui, il se dirige vers Buchon. Le pauvre gars est épuisé de chercher Hae-jun, tellement qu'à ce rythme, il traversera toute la province. Lorsqu'il atteint l'entrée de la montagne de Seongju, il n'y a personne, ce qui le laisse confus. Un gars bedonnant avec des lunettes apparaît, l'appelant. Doyan se demande d'où vient ce gars bedonnant qui lui dit de surveiller ses paroles et de dire qui il est. Doyan répond avec son nom et demande ce que le gars va faire. Déjà sûr que ce gars n'est pas de l'association, il pense probablement qu'il est l'un des membres des Dragons Noirs. Il passe devant le gars en lui disant de s'écarter. Le gars bedonnant insiste pour qu'il n'entre pas, mais sachant qu'il ne peut rien faire, Doyan entre quand même. Mais cela rend évident pour Doyan que s'ils mettent des gens là pour bloquer les autres, ils sont définitivement là à cause d'un boss. Et il commence à courir. Le véritable défi des 8 trigrammes commence réellement lorsque le monstre entre dans la deuxième phase. C'est à ce moment-là que Hae-jun arrivait. En voyant le monstre géant avec un laser dans le ventre, il réalisa que c'était la ferraille que le singe avait mentionnée. Même avec la combinaison, il n'était pas sûr de pouvoir le vaincre. Tremblant, il se demanda ce qu'il voulait faire maintenant. Cependant, il remarqua une rousse dense avec des gars à proximité. Il les reconnut immédiatement comme des membres de la guilde du Dragon Noir. Les gars qui essayaient de partir étaient traînés de force dans le combat, tout en suppliant de quitter cet endroit. Étrangement, le blond sauta avec le mage sur la poitrine du monstre. Cela laissa Hae-jun perplexe, se demandant quel était le plan du gars. Le gars du Dragon Noir commença à jeter l'aventurier dans le noyau enflammé. L'aventurier supplia, disant qu'il allait mourir à ce rythme. Mais le gars répondit que c'était de sa faute s'il avait abandonné la mission. Et avec cela, il le laissa partir. Cependant, Hae-jun lui donna un coup de poing au visage, le traitant de salaud. La chef du Dragon Noir, et confus, se demanda qui était ce type. Comment quelqu'un pouvait-il mettre à terre un aventurier de rang B avec un seul coup de poing? Notre héros sauva l'aventurier comme un prince, le berçant même dans ses bras. L'aventurier le remercia pour le sauvetage, mais dit qu'il était risqué de rester là. Hae-jun jeta un coup d'œil de côté. Il était entre le boss et toute la guilde du Dragon Noir. En regardant le monstre, Hae-jun savait qu'il pouvait simplement prendre la boîte et courir, profitant de la distraction que les autres causaient au boss. Mais il ne pouvait pas le faire. Il dit au gars de ne pas s'inquiéter. Il ne pouvait tout simplement pas supporter de voir quelqu'un mourir injustement. La chef du Dragon Noir demanda pourquoi tout le monde restait immobile, tandis que Hae-jun était certain que c'était la faute de ces maudites personnes. Et maintenant, tout allait devenir un désordre. Sa combinaison avait encore 2 minutes et 17 secondes, et il pensait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Johan était furieuse, car elle pensait qu'ils étaient sur le point de gagner. Le gars chauve demanda s'il devait ordonner aux archers d'attaquer, mais elle répondit non. Elle savait qu'avant de commencer la bataille, ils avaient besoin de suffisamment de bois. C'est la clé pour vaincre les 8 trigrammes. Au milieu de la transition de la phase 1 à la phase 2, le boss devient immobile comme il l'est maintenant. À ce moment-là, il suffit de livrer quelques sacrifices à sa poitrine et tout devient plus facile. Puis le chauve dit de jeter un coup d'œil et Hae-jun avait déjà sauté au-dessus du boss. Quelque chose attira son attention. Il semblait y avoir une fissure dans la tête du boss avec un message saisi. Il était sûr que c'était son point faible et il donna un coup de poing qui atteignit directement la tête du boss. La chef commença à trembler, se demandant ce que cet idiot faisait. À ce rythme, il finirait par réveiller le boss. À cause de cela, elle ordonna à tout le monde de l'arrêter. Elle ne se souciait pas s'il mourait ou non, mais voulait arrêter ce qu'il faisait d'une manière ou d'une autre. Les gens tirèrent une volée de flèches sur le boss, et la combinaison de Hae-jun avait 1 minute et 31 secondes restantes. En frappant la tête du boss, il demanda à ce qu'elle se casse bientôt. Une fenêtre apparut, disant qu'un danger avait été détecté et son corps semblait esquiver les flèches tout seul. Il fut surpris par cela, se demandant pourquoi ces gens essayaient de le tuer. Le chauve dit au chef que le gars était étrangement bon pour esquiver. Il y avait même des flèches derrière lui qu'il esquivait sans voir, jusqu'à ce qu'une des flèches frappe l'œil du boss. À ce moment-là, le boss trembla et son œil s'illumina. Le chauve se demanda s'ils allaient devoir utiliser tout le monde pour arrêter ce gars. Puis il ordonna à la première ligne de charger. Hae-jun se demanda quand le boss s'arrêterait, mais ensuite le sol sous lui commença à trembler. L'éventail du capitaine tomba au sol alors qu'elle savait qu'ils étaient maintenant foutus. L'œil de la créature s'illumina et maintenant la phase 2 était complète. Hae-jun commença à dire qu'il faisait trop chaud là-haut, tandis que les gens en bas tremblaient. Le golem arriva pour écraser tout le monde, rugissant. Avec un impact, toute l'armée fut décimée. Le chauve demanda au chef ce qu'ils allaient en faire, mais elle n'en avait aucune idée. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire là. Voyant le golem devant elle, elle était sûre que tout le monde serait réduit
réduite en cendres. Cependant, en haut, Ha-Jun ne s'était pas hâté. Enchaînant une série de coups de poing sur le front du monstre, elle ne pouvait pas croire qu'il était toujours en vie là-haut. Le problème était que sa combinaison n'avait plus que 10 secondes. Il continua à frapper et il restait 8 secondes. À 5 secondes, il insista, demandant à ce qu'elle se casse. Une seconde restait. Il donna un coup de poing, explosant la tête de la créature. Quand la fumée se dissipa, Do-Yan venait d'arriver et était incrédule. En voyant le boss tomber, il se demanda si ce gars l'avait vraiment vaincu seul. D'une certaine manière, Do-Yan se sentait lié à Ha-Jun parce qu'il semblait avoir un style de combat similaire. Mais il n'imaginait pas qu'il trouverait ce gars ici. Il courut vers Ha-Jun, disant qu'il devait le recruter pour la guilde aujourd'hui. En bas, les membres de la guilde du Dragon Noir n'étaient pas morts, et Jo-Han ne pouvait pas croire que ce perdant avait vaincu les 8 trigrammes à lui tout seul. Le chauve demanda des ordres, et elle dit de le capturer dès que la fumée se dissiperait. Elle était sûre que même s'il était assez fort pour le vaincre, il serait épuisé maintenant, et elle ne pouvait pas laisser quelqu'un qui compliquerait les plans du Dragon Noir s'échapper. Mais une explosion se produisit devant eux. C'était Do-Yan qui les saluait. Immédiatement, toute la guilde le reconnut, et il dit qu'il semblait avoir eu raison de penser qu'ils étaient derrière tout cela, comprenant déjà que leur plan était d'utiliser les nouvelles recrues comme sacrifice. Jo-Han ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse là et ordonna à tout le monde de se préparer au combat. Elle pointa dans sa direction et dit qu'il était maintenant la cible et qu'ils ne devaient pas baisser leur garde. Do-Yan était inquiet car il y avait beaucoup de gens là-bas et maintenant il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Ce qu'il voulait savoir, c'était où était Ha-Jun. Puis soudain, un autre membre de la guilde vint parler à Jo-Han, disant qu'ils avaient un problème. Elle demanda de quoi il s'agissait. Il dit timidement que le gars avec le casque avait disparu. La pauvre femme de Do-Yan ne savait pas ce qui s'était passé et elle cria de désespoir. Maintenant, il était seul contre tous. Il s'était impliqué dans tout cela sans le vouloir. Ha-Jun s'enfuit avec le casque car il pensait qu'il allait mourir. Il se réveilla presque à l'Olympe et ce n'était pas à cause d'une livraison. Le pauvre gars se demandait pourquoi il avait aidé ces gens puisqu'il n'était même pas un chasseur. Et il dit qu'il devait se rappeler de ne plus jamais faire une telle erreur. Mais ensuite, quelque chose attira son attention. Au loin, il vit la ville et la montagne de Seongju. Il se demanda si le donjon disparaissait parce qu'il venait de tuer le boss. Les donjons se forment lorsque les portes sont complétées après un long moment. Et quand cela arrive, n'importe qui peut entrer et tuer le boss, mais c'est extrêmement difficile. D'habitude, seuls les chasseurs enregistrés de l'association peuvent le faire. Mais cette fois, un gars enregistré comme livreur était celui qui avait résolu le donjon. Le pauvre gars priait pour que cela ne cause pas de problème et se demandait pourquoi il s'était impliqué dans tout cela. Puis il se souvint du singe. De retour avec lui, le singe se disait que le garçon avait pris plus de temps qu'il ne le pensait. Et Jun, en pleurant, expliqua que la demande était impossible. Le singe lui dit d'arrêter de tergiverser et d'expliquer ce qui s'était passé. Et Jun jura en expliquant qu'il avait dit que ce n'était qu'un morceau de ferraille. Mais quand il est arrivé là-bas, c'était un ogre géant qui faisait trembler le sol à chaque pas. Sans parler du laser qu'il avait presque brûlé vif. Kong dit que c'était impossible et demanda si les 8 trigrammes étaient devenus fous, notant que c'était une créature pacifique qui ne bouge pas tant que personne ne la frappe. Puis le protagoniste réalisa que s'il n'y avait pas eu le dragon noir, cela aurait été facile. Maintenant, il était motivé pour écraser leur tête. Comment ces salauds pouvaient-ils oser interférer avec ses livraisons? Le singe dit alors qu'il réalisait, d'après ce qu'il avait dit, qu'il n'avait probablement pas obtenu la boîte. Mais Ha-Jun dit qu'il l'avait fait. Wukong demanda comment il avait fait, et Ha-Jun répondit qu'il avait fait exploser la tête du monstre et a apporté la boîte à Wukong, demandant quelle était cette boîte. Le singe rigola et commença à devenir fou, disant qu'il était incroyable. Même s'il avait vaincu cette créature dans les cieux, le monstre ici sur Terre pouvait encore détruire n'importe quel humain. Il demanda le nom du protagoniste, qui répondit. Le singe tendit alors la main, disant qu'aujourd'hui il avait rencontré Ha-Jun Lee. À ce moment-là, quelque chose éclata de la boîte. Une explosion se produisit et quelque chose vola. Quand il ouvrit les yeux, le singe tenait le bâton, disant qu'il lui en devait une. Si Ha-Jun ne lui avait pas apporté son bâton, il aurait été piégé dans cet endroit pendant des années. Ha-Jun reconnut que c'était le bâton doré. Wukong siffla et un nuage apparut sous lui. Il avertit Ha-Jun qu'il devait s'échapper avant que l'empereur de Jade n'arrive. Avec cela, il s'envola, disant qu'il se retrouverait un jour. Ha-Jun était désemparé, disant qu'il n'avait pas été payé. Mais alors, un sac tomba sur son visage. Wukong dit qu'il n'était pas avare et que le paiement était déjà fait. Ce qui était dans ce sac n'était qu'un bonus pour son dur travail. Ha-Jun demanda ce que c'était, mais le singe était déjà parti. Une lueur dorée émanait du sac. Il l'ouvrit, se demandant si c'était vraiment juste un bonus. Plus tard, chez lui, Heijun regardait les nouvelles. Il parlait de diverses accusations contre la guilde du Dragon Noir. Il se sentit soulagé de savoir que ces salauds étaient exposés pour tout ce qu'ils avaient y fait. Le gars qu'il avait sauvé fit une déclaration disant que personne n'était allé là-bas en sachant qu'il devrait affronter le boss. Le journaliste
demanda à propos de l'individu portant un casque qui avait sauvé tout le monde. En souriant, il dit que le gars était apparu juste au moment où il allait être incinéré et qu'il avait vaincu à lui seul les 8 trigrammes. Il était sûr qu'il n'aurait pas survécu s'il n'y avait pas eu ce garçon. Ajun sourit, pensant qu'en fin de compte, ses efforts n'étaient pas gaspillés. Il pensait avoir fait quelque chose de fou, mais tout s'était bien passé et son identité n'avait pas été révélée. Mais le plus important était qu'il avait été payé et maintenant il avait 95 300 points. Il avait gagné 70 000 juste avec cette livraison, mais la partie avide de lui pensait qu'il méritait encore plus à cause de ce boss. Mais pour lui, c'était bien. Après tout, s'il échangeait, cela ferait 700 000 $ pour une livraison. Il pouvait s'acheter un appartement de folie et il avait aussi reçu un cadeau qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir, un morceau de cheveux du grand Wukong. Si vous le placez dans votre paume et soufflez dessus, vous pouvez invoquer un clone du roi Wukong lui-même. Ajun était excité en le regardant car cela serait d'une grande aide. Dernièrement, il avait traversé beaucoup de choses, avec l'apparition de créatures inattendues. Même si ce n'était qu'un clone, c'était toujours le grand Sun Wukong. Regardez ce visage malade qu'il fait en imitant un singe. Pour lui, c'était essentiellement une vie supplémentaire. Et à ce moment-là, il reçut une autre demande de livraison. Il mit sa veste, enfila son casque et était prêt pour une autre. Pendant ce temps, dans un hôpital, un gars courait dans le couloir. C'était le chef de la guilde appelant Doyan. Le gars semblait avoir été battu par la guilde et était en mauvais état. Doyan demanda ce que le chef faisait là. Il était censé être à Busan aujourd'hui. Le chef dit qu'il avait déjà pris soin de cela et qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Après tout, c'était en partie de sa faute si Doyan était dans cet état. Le conseil répondit que ce n'était pas la faute du chef. Il avait mal jugé la situation et s'était impliqué quand il n'aurait pas dû. Il aurait dû être plus prudent avec ces salauds du Dragon Noir. Sung Jun était en colère que ces salauds aient eu l'audace d'attaquer quelqu'un de sa guilde. La bonne chose aurait été d'envoyer Aran avec Doyan, mais il promit que la prochaine fois, il s'occuperait de ces gars lui-même. Puis il demanda à Doyan s'il se sentait bien. Doyan révéla que les médecins lui avaient dit que les choses ne semblaient pas bonnes. Sung Jun était choqué et demanda si ses jours, en tant que chasseur, étaient terminés. Mais le vaurien plaisantait et dit que l'idiot s'était fait avoir. Son bras n'avait qu'une légère fracture, mais bientôt il serait à 100%. Il commença à rire au visage du chef, demandant s'il croyait qu'il prendrait sa retraite juste à cause de ça. Sung Jun lui pinça les joues, disant qu'aujourd'hui était une bonne journée pour que le garçon prenne sa retraite. Mais il répondit qu'il suivrait le chef jusqu'à la fin des temps. Quelque temps plus tard, le chef demanda s'il était vrai que le garçon avait vaincu les 8 trigrammes seul. Doyan dit qu'il avait vu de ses propres yeux le gars exploser la tête du monstre avec un coup de poing. Pour lui, en tant qu'artiste martial, voir le gars gagner sans aucune arme était inspirant. Doyan demanda alors si l'équipe envoyée pour trouver le garçon avait déjà réussi. Mais Sung Jun dit que malheureusement, personne n'avait trouvé quoi que ce soit. Ils avaient vu sur certaines caméras qu'il était entré dans une ruelle, mais après cela, il avait disparu. Dans le ciel, Ajun éternuait, pensant qu'il faisait trop froid là-bas. Un peu plus tard, il était chez Héphaïstos, où il faisait trop chaud. Il ouvrit la porte, saluant son ami, qui ne le remarqua même pas, tellement il était concentré. Il s'assit, pensant que pour l'instant, le meilleur choix était d'attendre que le gars termine le travail. Mais maintenant, dans une pièce chaude, il commençait à avoir un peu sommeil. La chaleur de cet endroit lui rappelait quelque chose. C'était comme s'il était de retour dans les bras de sa mère. Mais Héphaïstos le réveilla en demandant comment le garçon était arrivé là, en lui donnant une grosse accolade. Il fut surpris et demanda quand ce fichu nain était apparu. Héphaïstos dit qu'il semblait que le garçon était très fatigué aujourd'hui, mais la livraison dont il avait besoin était assez loin. Le garçon pouvait-il la gérer? Ajun y réfléchit. Après tout, le vaurien savait que plus il allait loin, plus il était payé. Et il dit qu'il était prêt à faire le tour de la planète tant qu'on lui payait un bon montant. Héphaïstos sourit, disant qu'il était toujours bon de compter sur le garçon. Et il sortit un bâton, disant que c'était ce qu'il voulait faire livrer. Quelque chose qu'il avait construit avec les matériaux qu'Ajun avait apportés. Mais la date de livraison était pour aujourd'hui. En entendant cela, Ajun dit qu'il devait commencer à courir tout de suite. Il observa le design et demanda où le gars voulait qu'il l'apporte. Héphaïstos révéla que c'était à une pyramide. Ajun fut choqué et dit qu'il serait plus facile de l'envoyer par avion. Et en plus, les pyramides ne font pas partie de la mythologie grecque. Clignant de l'œil, Héphaïstos dit qu'il avait des clients en dehors de l'Olympe. Ajun était agacé mais partit en courant, disant qu'il réglerait cela en quelques heures. Soudain, Héphaïstos lui dit d'attendre parce qu'il avait oublié de mentionner quelque chose. Le client auquel il devait livrer était assez particulier. Alors il avait arrangé un assistant pour Ajun. Le garçon était confus, se demandant pourquoi il aurait besoin d'un assistant pour une livraison. Soudain, quelqu'un le salua, disant qu'il venait sous les ordres de Cupidon et se présenta comme Lucio. Malgré le nom, Lucio était une femme, pensa-t-il. Notre garçon décida de ne pas s'en inquiéter et accéléra sur son scooter. Et le meilleur dans tout ça, c'était de découvrir que ça ne prendrait
pas longtemps, car l'Égypte était en fait dans les cieux. Et là, au moins, il n'y avait pas de circulation. Mais soudain, Lucio cria en disant qu'elle avait été trompée. Elle pensait être venue ici pour aider Héphaïstos, pas pour monter à l'arrière d'un humain quelconque. Elle continuait de donner des coups de pied à Hajun sur la tête et il commençait à s'énerver, pensant que cette mission n'allait pas être aussi facile qu'il le pensait. Il dit que pour une petite fée, elle était vraiment agaçante. Elle répondit qu'en réalité, elle était plutôt grande pour une nymphe. 1 heure plus tôt, lorsqu'elle s'était présentée, elle avait dit que c'était un honneur de servir Héphaïstos. Hajun ne semblait pas vouloir l'emmener, mais Héphaïstos savait que le garçon aurait besoin d'elle. Notre protagoniste se tourna vers le nain et demanda s'il ne pouvait vraiment pas y aller seul. Lucio se mit en colère, lui disant de la respecter, pendant que Héphaïstos expliquait que ce n'était pas qu'il ne faisait pas confiance à Haejun, c'est juste qu'il ne savait pas grand-chose sur l'endroit où ils allaient, alors que Lucio connaissait tout très bien. C'est pourquoi ce serait génial de l'avoir avec eux, puisqu'elle ne ferait qu'aider et ne gênerait même pas un peu. Mais de retour sur le scooter, elle se contentait de se curer le nez en disant qu'elle ne voulait pas aider ce gamin. Se demandant pourquoi elle devait rester sur un scooter humain, elle continuait de lui donner des coups de pied dans la tête, demandant combien de temps il leur restait pour arriver. Notre garçon l'ignorait et elle continuait de crier, lui demandant déjà la réponse. Il lui avait dit que si elle restait tranquille, il dirait à Héphaïstos qu'elle était parfaite et qu'elle ne causait aucun problème. Mais pour Lucio, ne pas pouvoir aider serait une tache sur sa réputation. Après tout, elle avait étudié toute sa vie et son existence en tant que fée était considérée comme presque divine. Elle ne voulait pas accepter cela et se plaignait à lui. Quand soudain un bonbon tomba dans sa bouche, elle sursauta et demanda ce qu'il avait fait. Haejun dit qu'elle ne se taisait pas, alors il lui avait donné un bonbon pour la faire taire. Et si elle restait silencieuse pour le reste du voyage, il lui en donnerait plus. Pour Lucio, qui n'avait jamais mangé de bonbons, cela avait un goût de nourriture divine. Elle lui dit alors qu'il valait mieux qu'il ne mente pas, à quoi il répondit qu'il tenait toujours sa parole. Haejun pensa que la façon la plus facile de gérer un enfant était de lui donner des bonbons. Et maintenant qu'elle était silencieuse, il ne restait plus que 800 mètres pour atteindre leur destination. Il profitait de quelques secondes de paix jusqu'à ce qu'il voie 2 yeux au milieu d'un brouillard. Il ralentit, mais maintenant, ils étaient tous les deux au milieu d'un épais brouillard. En colère, il demanda à Lucio pourquoi elle ne l'avait pas prévenu de ce danger. Elle dit que c'était de sa faute pour lui avoir donné des bonbons pour la faire taire. Là-dessus, il arrêta le scooter et la tira de force, qui se débattait, lui disant de regarder. Derrière eux se trouvait un sphinx géant. Il leur informa que pour passer, ils devaient résoudre une énigme. Lucio expliqua que le sphinx était dangereux parce qu'il dévorait ceux qui répondaient incorrectement à l'énigme. Le sphinx était une créature liée à Siphon qui avait failli détruire tout l'Olympe. Bien sûr, elle n'était pas aussi forte qu'une créature légendaire, mais Hajun se dit qu'il n'était pas très fort non plus. En voyant la taille de la créature, il savait que ses coups seraient inutiles. Puis soudain, le téléphone sonna et le coquin espérait juste qu'il serait bien payé pour ça. Il se dirigea alors vers lui. Lucio demanda ce qu'il faisait et Hajun dit qu'il allait résoudre l'énigme. Elle essaya de l'arrêter en disant que c'était de la folie car il mourrait s'il se trompait. Mais Hajun était confiant quant à la question du sphinx car l'énigme était courante. Et dans le pire des cas, il pourrait utiliser une mèche de cheveux de Wukong. Le sphinx se tourna vers lui et demanda s'il était prêt. Hajun lui dit d'y aller car il était pressé par le temps et était là pour faire une livraison. Pendant ce temps, Lucio pleurait, disant que ce fichu gars avait vraiment accepté. Le sphinx sourit et leur dit de se préparer. Hajun pensait que l'énigme serait « Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, 2 l'après-midi et 3 le soir ?» Mais regardez-moi ce vieillard très costaud, disant qu'il n'a même pas besoin d'une canne. Évidemment, Hajun était confiant puisqu'il avait vu cela plusieurs fois. Mais ensuite, le sphinx demanda quel était le nom du son qu'un canard fait quand il tombe. Maintenant, il avait une expression complètement idiote sur le visage tandis que le sphinx le fixait. Il demanda quel genre de bêtise de canard c'était. Lucio commença à penser qu'un canard fait coin-coin, mais ensuite, elle commença à pleurer en disant qu'elle n'avait aucune idée du mot pour le son qu'ils font quand ils se blessent. Observée dans sa peur, la dernière chose qu'elle voulait était d'être dévorée vivante. Une femme en vêtements égyptiens les observait à travers une boule de cristal qui dit que ces deux-là semblaient être des visiteurs très intrigants. Le sphinx les fixa à nouveau, leur ordonnant de répondre au nom du son qu'un canard fait quand il tombe. Hajun n'en avait aucune idée. Quel genre de blague c'était? Puis, il se rappela qu'il était face à un sphinx. Peut-être qu'il y avait un jeu de mots impliqué. Le sphinx, brillant, lui dit qu'il avait 3 minutes pour répondre. Pendant ce temps, Lucio, désespéré, pleurait, disant qu'il était impossible de résoudre ça. Même elle, une élite du savoir,
savoir, n'avait aucune idée. Et elle commençait à s'énerver contre Hae-jun parce qu'elle allait être dévorée à cause de lui. Se souvenant d'un moment où elle avait parlé avec son professeur et demandé si les énigmes du Sphinx étaient difficiles, il répondit qu'elle devait savoir qu'avant que la première personne réponde aux énigmes, 100 personnes avaient été dévorées. Lucio demanda si cela signifiait qu'il était impossible de les résoudre et il répondit que même le doyen ne l'avait pas résolu et avertit que si elle rencontrait un jour un Sphinx, elle devrait fuir pour sauver sa vie. Maintenant, elle pleurait désespérément, disant qu'elle savait que les choses tourneraient mal, jusqu'à ce qu'Hae-jun se retourne et dise que le nom du son qu'un canard fait quand il tombe est quacksident, un mélange de quack et accident. Évidemment, Lucio se figea et demanda ce que c'était que ça, à quoi il pensait, pourquoi il avait gâché leur seule chance avec une chose aussi idiote. Mais le Sphinx sourit et dit qu'il avait raison. Furieuse, elle demanda comment cette réponse stupide pouvait être correcte. Pendant que Hae-jun pensait que c'était évident, c'était une blague. C'est toujours comme ça. Le Sphinx le félicita pour avoir répondu à l'énigme et dit qu'il avait gagné le droit de passer. Avant que le Sphinx ne puisse finir, il lui dit de se taire, disant qu'il avait résolu cette foutue énigme, alors elle devait dégager du chemin. Le Sphinx resta là, ne comprenant pas pourquoi ce gars était si agressif. Et il lui dit alors de trouver une meilleure énigme parce que celle-là était nulle. Le pauvre Sphinx resta là à pleurer. Il se retourna et demanda s'il pleurait vraiment. Il dit que non. C'était juste qu'un peu de sable était entré dans son œil. Lucio était toujours incrédule qu'il ait eu raison quand Hae-jun lui dit de tenir bon parce qu'il allait accélérer. Un peu plus tard, il semblait être entré dans le passage et Lucio l'appela un peu timidement. Il demanda ce qu'il y avait et elle dit qu'elle voulait s'excuser pour ce qu'elle avait dit plus tôt. Elle dit qu'elle était là pour l'aider, mais à la fin, elle ne faisait que le rabaisser parce qu'il était humain. Elle ne méritait pas de se qualifier d'élite Oméga. Hae-jun répondit qu'elle ne devait pas être si dure envers elle-même. Comparé aux mots cruels qu'il avait entendus dans le passé, ce n'était rien. Pour lui, c'était comme le bavardage agaçant d'une cousine plus jeune, donc ça ne le dérangeait pas. Lucio sembla un peu timide à cela et remercia Hae-jun. Un peu plus tard, ils étaient devant la pyramide. Impressionné par sa taille, même Lucio ne pouvait pas en voir le sommet. Hae-jun regarda autour de lui. Selon la carte, ils étaient au bon endroit. Puis, elle remarqua quelque chose d'écrit à proximité. Ils approchèrent d'une boîte avec des inscriptions égyptiennes et elle expliqua qu'il fallait sonner à la porte. Il fut impressionné qu'elle puisse lire les hiéroglyphes et elle dit qu'elle était une élite après tout. Alors, il put appuyer sur le bouton et tout commença à trembler. Ils se demandèrent tous les deux ce qui se passait et elle dit que c'était de la magie gravitationnelle. Cela les a confus puisqu'on leur avait juste dit de sonner à la porte. Soudain, le sol s'ouvrit et ils commencèrent à tomber dans un trou. Un peu plus tard, il était allongé sur le sol, incrédule d'avoir survécu à une chute d'une telle hauteur. Mais il avait écrasé Lucio qui était presque en train de perdre son âme. Que tous ceux qui ont la ref de la pose de Lucio l'écrivent en commentaire. Hae-jun demanda si elle était morte, ce à quoi elle répondit avec colère que malheureusement non. Dans la scène suivante, il marchait dans les couloirs de la pyramide. Hae-jun pensait que c'était plus comme explorer un donjon que faire une livraison. Puis quelque chose attira l'attention de Lucio et elle lui dit de s'arrêter. Il demanda s'il y avait un piège. Elle lui dit de pointer cet objet brillant sur le mur pour qu'elle puisse lire ce qui était écrit. Voyant l'oubli supérieur, il demanda ce que cela disait. Pourquoi la peinture représentait-elle une interaction entre des humains et un géant? Lucio semblait effrayé et il demanda si elle avait découvert quelque chose. Elle répondit qu'elle avait entendu parler d'une déesse maléfique qui aimait tourmenter les nymphes. Elle était sûre que ces illustrations venaient de ses ancêtres pour avertir des attaques cruelles qui se produisaient là-bas. Mais pour Hae-jun, les dessins ne semblaient pas violents. Ça ressemblait plus à une sorte de festival dans un champ. Mais maintenant, elle était motivée, disant qu'elle chercherait à venger ses ancêtres car c'était une chance inespérée. Puis, une jambe mystérieuse apparut, demandant de quoi parlait cette histoire de vengeance. Elle se retourna en demandant pourquoi ils avaient envahi la maison d'une femme. Resplendissante et toute semblable à Cléopâtre, elle dit que les deux étaient très impolis, brillant plus fort que 1000 lumières. Elle demanda qui parmi eux cherchait vengeance. Hae-jun ne pouvait rien voir, évidemment, mais Lucio, déterminé, vola vers elle, disant qu'elle vengeait ses ancêtres. Le protagoniste lui dit de se calmer et demanda à quoi elle pensait. Pendant ce temps, la femme égyptienne souriait, demandant si elle était une nymphe, disant que cela faisait longtemps qu'elle n'en avait pas vu une, et lui fit un câlin, disant qu'elle était une fille très mignonne. Tout en étant embrassée, elle dit à l'ennemi de la lâcher. Hae-jun restait là sans comprendre ce qui se passait. Un peu plus tard, la femme expliqua qu'il y a longtemps, il y avait des festivals pour les nymphes ici et que les plus jeunes étaient toujours si mignonnes. C'était juste dommage qu'elle ne soit non plus avec elle. Hae-jun dit qu'il comprenait comment les nymphes étaient toutes mortes. Il semblait qu'elle les avait toutes câlinées
condamnés à mort. Et Lucio souffrait là-bas. La femme la laissa partir, disant qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher quand elle voyait quelque chose d'aussi adorable. Pendant que Lucio pleurait, disant qu'elle avait failli mourir, elle demanda à Ha-jun pourquoi il ne l'avait pas aidée et lui dit de se détendre. Ils commencèrent à se disputer, elle disant qu'il avait dit que c'était comme avoir une cousine. Alors comment quelqu'un pouvait-il laisser mourir sa famille? La femme les interrompit, disant qu'elle allait se présenter. Elle était celle qui régnait sur les deux terres les plus brillantes. Elle était la réincarnation divine du tout-puissant Horus du pharaon. Mais les deux ne prêtaient pas attention à ce qu'elle disait et continuaient de se disputer. Pendant qu'ils se battaient, Ha-jun demanda de quoi il s'agissait avec cette histoire de pharaon. N'était-ce pas généralement le roi d'Égypte? Lucio répondit qu'il ne comprenait rien. Et il y avait deux types de dieux, ceux qui étaient comme Cupidon ou Héphaïstos, nés en tant que divinité, et ceux qui avaient atteint le statut divin comme la vieille dame devant eux. La déesse demanda pourquoi elle était appelée vieille, et Ha-jun dit qu'il voulait lui parler parce qu'il était venu livrer quelque chose. Elle dit qu'elle le savait très bien, puisqu'elle avait observé tout son voyage. À ce moment-là, le paquet commença à bouger et vola dans sa main. En observant l'objet, elle dit qu'il était de haute qualité. Il était vraiment fabriqué par un bon artisan, et le design était parfait. Elle dit ensuite que le livreur avait vraiment été à la hauteur de sa réputation. Maintenant, le pauvre garçon était confus, se demandant depuis quand il avait une réputation. Mais avec la livraison terminée, il la remercia, disant que si elle voulait donner un bonus, elle pouvait simplement l'envoyer sur son compte. Lucio dit que c'était honteux de travailler avec quelqu'un d'aussi avide et demanda s'il n'avait aucun respect personnel. Ha-jun répondit que le respect ne mettait pas de nourriture sur la table. C'était avec cet argent qu'elle ne voulait pas qu'il achetait les bonbons qu'elle aimait. Elle s'enthousiasma et dit de s'assurer qu'un bon dépôt soit fait sur le compte. La déesse dit que leur amitié était incroyable et les assura de ne pas s'inquiéter du paiement. En fin de compte, elle était une déesse généreuse. Il reçut ensuite 50 000 pour la livraison et un autre 50 000 en tant que bonus. Actuellement, il avait 195 000 points. Le coquin avait maintenant un total de 19 millions de dollars. Lucio dit qu'elle avait aidé, alors il ferait mieux de lui donner des bonbons. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle aurait tout un magasin. Elle s'enthousiasma, disant qu'elle prendrait 90% du profit, le laissant un peu embarrassé. Mais elle leur conseilla de ne pas utiliser ce tunnel la prochaine fois et d'utiliser l'entrée principale. Bien qu'elle ait de bons souvenirs de cet endroit, il était logique de recevoir des livraisons au sous-sol. Lucio mentionna que l'inscription disait de sonner à la porte s'il n'y avait pas de garde. La déesse expliqua qu'il n'y avait pas eu de garde là depuis des années et qu'ils auraient juste dû frapper à la porte d'entrée. En d'autres termes, ils auraient dû ignorer le bouton d'entrée et prendre les escaliers. Mais avec cela, la livraison était terminée et il était de retour chez Héphaïstos. Épuisé, mais au moins il était revenu en un seul morceau. Il dit à Lucio de se réveiller car elle bavait sur sa main. « Qu'est-ce que c'est, mon enfant ?» Elle se réveilla en demandant s'ils étaient déjà de retour. Et il dit « Oui ». C'est alors qu'elle réalisa qu'ils étaient déjà devant la maison d'Héphaïstos. Elle appela alors à la radio et le remercia pour la journée, disant que c'était amusant. Il demanda pourquoi elle avait changé tout à coup. Puis, il se rappela que maintenant la livraison était terminée. Il était temps de dire au revoir. Brillant, il dit que c'était génial de la voir autour, même si elle parlait trop. Elle lui dit de se taire et d'arrêter de gâcher le moment parfait, et il dit qu'il disait juste la vérité. En entrant dans la boutique, cependant, ils dirent tous les deux qu'ils ne voulaient plus jamais travailler ensemble. Le matin, la lumière du soleil perçait à travers la fenêtre. Ha-jun dormait paisiblement sur le lit quand soudain quelqu'un l'appela, le réveillant. Il ouvrit un œil et dit « Qui est là ?» C'était Lucio qui lui cria de se réveiller rapidement, le secouant. Et lui, soudain effrayé, demanda ce qu'elle faisait là. Lucio fut également effrayé par la dureté de ses mots, s'exclamant « Pourquoi me crie-t-il dessus ?» Elle lui demanda avec étonnement s'il avait oublié qu'il formait maintenant une équipe. Soudain, il se souvint, pensant qu'il ne pouvait rien refuser à Héphaïstos. Il s'assit tristement devant eux, repliant ses jambes sous lui, et dit, contrarié, qu'il n'avait jamais demandé à son fils une faveur, et tout cela pour ça. À cause de lui, Ha-jun devait faire équipe avec Lucio, pensant « Bon, maintenant, je vais devoir m'y habituer ». Touchant son visage avec sa main, il lui demanda pourquoi elle l'avait réveillé. Il dormait si profondément, après l'avoir écouté. Lucio dit qu'il y avait un bruit qui ne s'arrêtait toujours pas, et Ha-jun lui demanda avec une véritable surprise quel était ce bruit. Elle dit « Qu'en est-il de ça ?» et lui donna le téléphone. Il le prit et dit, étonné, « Livraison ». Il avait pas moins de 4 avis de livraison. Ha-jun cria que ce n'était pas possible. En regardant l'écran, il se calma, pensant « D'accord, ce sont des commandes tout à fait ordinaires ». Il n'avait aucune raison de s'inquiéter. En y réfléchissant, une semaine s'était déjà écoulée depuis qu'il avait commencé à livrer des commandes aux dieux. Lucio lui demanda ce que c'était. Tout allait
allez bien ?» Ha-Jun lui dit que ce n'était rien et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Mais Lucio cria avec colère qu'elle voulait savoir ce qui se passait. Ha-Jun lui demanda de ne pas recommencer. Soudain, prenant le téléphone, Ha-Jun dit que quelqu'un appelait. Très surpris, il réalisa que c'était le manager, mais décida qu'il devait lui dire qu'il démissionnait. Il répondit à l'appel. Il dit bonjour. Soudain, le manager commença à lui crier dessus, hurlant. Ne remarquait-il pas qu'il n'était pas encore au travail ? Il lui demanda grossièrement pourquoi il ne prenait plus de commandes. Le manager cria si fort qu'Ha-Jun dut éloigner le téléphone de son oreille. Le manager l'interrompit, demandant « Avait-il même regardé combien de livraisons étaient en attente ?» C'était le manager du département des livraisons, Dalman Bae, 39 ans. Tenant une cigarette dans une main, il dit à Ha-Jun qu'il devrait en fait être reconnaissant de ne pas l'avoir licencié. Il avait de la chance d'avoir été suspendu pour un court moment. Il dit alors qu'il semblait qu'il n'avait pas appris sa leçon, lui ordonnant de se mettre au travail immédiatement ou il le licencierait. Ha-Jun bouillait enfin et, criant au manager, lui hurla de le licencier. Et il entra dans une rage, lui criant « Qu'a-t-il dit ? Est-il vraiment devenu fou ?» Il l'interrompit, lui criant dessus. Même si c'était le cas, que ferait-il ? Lucio regardait tout cela et dit « Oh mon Dieu, le niveau d'énergie est de 20 000, 30 000, non, 40 000 !» Elle réalisa qu'Ha-Jun ne se comportait pas comme d'habitude. Soudain, quelque chose vola dans son œil et elle cria qu'elle ne voyait rien. Dalman lui demanda s'il pensait pouvoir trouver un autre travail. Il dit qu'il le mettrait sur liste noire et qu'il serait fini. Et Ha-Jun répondit qu'il en avait déjà assez de ces menaces en colère. Et il n'était pas surprenant que les cheveux s'éloignent même de sa tête chauve. Il était fatigué et le laissa faire ce qu'il voulait. Ayant dit cela, il lui dit au revoir et raccrocha. Et Dalman pensa, quel rapport avec ses cheveux ? Soudain, il réalisa que c'était un coup en dessous de la ceinture et commença à pleurer de ressentiment. Et Lucio demanda à Ha-Jun s'il allait bien. Après avoir repris son souffle après la conversation téléphonique, il lui dit joyeusement qu'il devait aller manger. Dans le grand bâtiment de la guilde Yongwon, Sang-Jun demanda avec surprise hier. Il ne pouvait pas non plus être trouvé. L'homme aux cheveux roses lui dit qu'ils avaient fouillé chaque recoin. C'était le capitaine de la 3e division de la guilde, Suho-jang. Il dit qu'aucun d'eux ne pouvait non plus remarquer ni le scooter ni le casque, disant que si son scooter était si difficile à suivre, peut-être qu'il avait réalisé qu'il était suivi et avait changé son numéro de plaque. Sang-Jun ferma les yeux. Fatigué, mettant sa main sur son front, il remercia quand même pour la vérification, pensant qu'il avait déjà beaucoup de problèmes. Et ainsi faisait ce gars. Suho-jang lui demanda s'il devait continuer la recherche. Sang-Jun lui répondit que non. Ils ne pouvaient pas gaspiller leur force ainsi, lui demandant, au fait, comment ça se passait à Busan. Suho-jang répondit qu'il ne se portait pas très bien. Une escouade de 6 de rang A envoyée en raid s'est retirée. Il semble que dans 5 jours, le portail se transformera en un véritable donjon. Sang-Jun, debout pensivement près de la fenêtre, dit qu'il comprenait qu'il y a un mois, un portail était apparu sur la plage de Haeonda. Lorsque l'association les a contactés, il a immédiatement réalisé que vider le donjon ne serait pas si facile, mais il ne pensait pas que 6 de leur rang A ne suffiraient pas. Soudain, souriant, il réalisa qu'il savait quoi faire. Et se tournant vers Suho-jang, il lui dit de dire à Harin et à la première escouade de commencer à se préparer à partir. Suho-jang s'exclama de surprise. Voulait-il vraiment aller à Busan ? Sang-Jun, debout de dos, pensait à ce qu'il montrerait encore à tout le monde. Sa main brillait en bleu et il pensait qu'ils n'étaient pas partis en mission depuis longtemps, se demandant pourquoi ils étaient déconsidérés comme la meilleure guilde du pays. Ha-Jun but dans le bol et parla. Il avait vraiment envie de quelque chose d'épicé. Il pensa qu'il aurait adoré voir le visage du manager quand il lui a dit qu'il démissionnait. C'était tellement cool. Lucio, assise à côté de lui, mangeait aussi, disant qu'elle n'avait jamais goûté de nourriture aussi délicieuse. Ha-Jun lui dit de ralentir car elle pourrait tacher tous ses vêtements. Elle dit que même cette chose ovale douce a un goût incroyable, s'exclamant qui aurait pensé qu'il y avait tant de délices dans le monde humain. Enthousiaste, elle dit qu'elle avait l'impression d'avoir vécu toute sa vie en vain. Ha-Jun la regarda avec un sourire et dit que ce n'était qu'une assiette de nouilles. Les travailleurs debout à une certaine distance d'eux chuchotaient, se parlant entre eux. Ça ne doit pas être facile pour eux. La fille goûte des nouilles aux haricots noirs pour la première fois. Apparemment, il est un père célibataire. Ha-Jun, les regardant, pensa. Que disent-ils là ? Après avoir mangé, ils marchèrent dans la rue. Lucio se tenait le ventre et dit qu'elle avait l'impression qu'elle allait exploser. Ha-Jun, en lui essuyant la bouche sale, dit qu'il l'avait prévenu de ne pas trop manger. À ce moment-là, il pensa qu'il avait vraiment l'impression d'avoir une fille. Et Lucio lui cria dessus. Ça suffit. Les gens debout à proximité chuchotaient, disant « N'est-ce pas le gars qui habite en face ?» Il disait que ce bâtiment
bâtiment n'avait que de minuscules appartements, ce qui n'était certainement pas adapté pour élever un enfant. Ha-Jun marchait joyeusement dans la rue, réalisant que tout le monde dans le quartier pensait qu'il était un paresseux. Il réalisa que puisqu'ils allaient maintenant devoir vivre ensemble, il devrait trouver un appartement plus grand en lui demandant « Devrait-il déménager ?» Lucio, abasourdi, cria qu'ils allaient déménager, n'est-ce pas? Ha-Jun la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle était si excitée. Elle lui demanda en réponse « Ne serait-il pas heureux de quitter une petite flaque d'eau qu'elle compare à sa chambre ?» Ha-Jun dit avec surprise qu'elle parlait comme si elle avait vécu ici toute sa vie et elle dit que puisqu'il déménage, que dirait-elle de ce palais? Elle montra du doigt un immense gratte-ciel. Ha-Jun demanda avec surprise « Quoi ?» Elle plaisantait. Il lui demanda si elle savait même combien coûtait un appartement là-bas. Définitivement pas moins de 20 milliards de won. Lucio cria « Où est passé tout l'argent qu'elle l'a aidé à obtenir dans la pyramide ?» En regardant son solde, il pensa qu'il pouvait en fait se le permettre, se demandant s'il valait la peine d'acheter un appartement. Plus tard, Lucio cria « Waouh, c'est tellement spacieux ici !» Ils étaient dans un appartement luxueux et elle demanda s'ils allaient vivre ici maintenant. Ha-Jun dit qu'il n'avait pas encore décidé et en regardant autour des lieux, il pensa que le bâtiment était neuf, donc il comprenait qu'il était luxueux. Il se tourna vers l'employé, demandant s'il pouvait répéter cela encore une fois. Alors il répondit, bien sûr, en commençant l'histoire, « Les propriétaires actuels pourront déménager dans 2 semaines. Le paiement est d'environ 200 000 won par mois. » L'homme dit avec enthousiasme qu'il ne pouvait tout simplement pas trouver des conditions plus luxueuses. Il dit que l'emplacement du bâtiment est tout simplement magnifique. Il n'est pas trop haut. Il y a une école et des transports à proximité, lui disant de croire qu'il ne regretterait pas l'achat, même après 20 ans. Ha-Jun l'arrêta d'un geste, disant « Merci, c'est vraiment super ici, mais il aimerait voir d'autres endroits. » L'homme lui répondit « Bien sûr, il montrera tout ce qui est disponible. » Ha-Jun pensa que l'achat de la première place n'était pas très intelligent, disant à Lucio qu'il devait aller pour regarder le nouvel endroit. Elle se tenait près de la fenêtre et se retourna avec des yeux surpris et demanda « Alors il ne vivrait pas ici ?» Il dit qu'il n'avait pas encore décidé et la prit. Et elle cria, se libérant et l'accusant d'être un menteur. La portant dans sa main, Ha-Jun regarda à droite et vit une fille. C'était une blonde qui le fixait. En marchant, Ha-Jun réalisa soudain qu'il la connaissait. Lucio mangeait des nouilles. Elle dit avec plaisir que c'était juste un goût divin. Soudain, regardant Ha-Jun, elle lui posa une question. Pourquoi ne mangeait-il pas? Il regarda la feuille, disant qu'il avait acheté une maison le premier jour de la recherche. Il était incroyablement satisfait de lui-même. C'est bien sûr très cool. Après une journée entière de recherche d'un appartement, il s'était finalement décidé pour le bâtiment qu'il avait vu en premier. Il avait acheté un appartement à un prix bien inférieur au prix du marché, mais quelque chose le dérangeait encore. Cette fille qu'il avait vue hier, il est sûr de l'avoir vue parmi les chasseurs dans le donjon. Le casque couvrait la moitié de son visage, donc il pense qu'elle ne l'a pas reconnu. Mais quand même. Ha-Jun sortit son téléphone et demanda soudain avec excitation pourquoi il ne recevait pas de nouvelles commandes. Lucio lui demanda avec surprise, n'en avait-il pas déjà terminé une? Ha-Jun dit qu'il n'y avait rien de nouveau depuis 2 jours. Et Lucio lui dit que 2 jours, ce n'était pas beaucoup. Ha-Jun lui dit qu'il avait l'habitude de recevoir au moins une commande par jour. Il était contrarié et inquiet d'être maintenant dans une accalmie. Et Lucio cria si souvent. Elle lui dit que trop de cupidité ne mène jamais à de bonnes choses. Et qu'il avait assez d'argent de ses dernières livraisons. Ha-Jun lui dit qu'il avait assez d'argent jusqu'à hier. Son solde actuel était de 19 milliards 370 millions de wons. C'est ce qui reste après avoir payé l'appartement, mais avec le montant restant, un total de 17 milliards de wons pour l'appartement seul, ce qui fait à peu près 12 millions de dollars. En essayant de calculer un budget, Ha-Jun pensa qu'en plus de cela, il devait acheter de nouveaux meubles et appareils électroménagers, ainsi que payer un agent immobilier. Si vous prenez en compte toutes les dépenses, il s'avère que tout son argent a été dépensé pour le logement. Ha-Jun tomba à genoux et commença à taper des mains sur le sol. Et Lucio cria de surprise « Quoi ?» C'était une erreur du nouveau locataire. Surestimant ses finances, Lucio s'exclama « Pourquoi le logement est-il si cher ?» Elle lui dit qu'il pourrait acheter un château dans le monde divin. Ha-Jun lui demanda « Pourquoi devrait-il savoir ? Séoul a toujours été cher et on ne peut rien y faire. » Elle lui demanda ce qu'il devrait faire. Ha-Jun lui répondit qu'il était désolé de dire cela, mais il ne pourrait plus acheter de bonbons. Lucio, en entendant cela, cria de surprise qu'elle était con. Réfléchissant, elle dit qu'elle trouverait sûrement quelque chose et Ha-Jun lui répondit qu'elle comprenait maintenant ce qu'il en était. Soudain, une idée lui vint et elle lui demanda avec enthousiasme pourquoi ne deviendrait-il pas promoteur. Ha-Jun lui répondit « Devrait-il devenir un mendiant de porte ?» Lucio lui dit qu'il n'avait pas besoin d'attendre qu'un nouveau travail apparaisse.
Il pourrait aller voir Héphaïstos et lui demander s'il connaissait des dieux ou des héros qui avaient besoin de livraison. Après ces mots, Arjun commença à lui tapoter la tête, disant qu'il admettait qu'elle était assez intelligente et peut-être même un véritable génie. Ayant dit cela, il rit et demanda comment il pourrait se rendre à l'Olympe. Lucio le regarda très ébouriffé et parla comme d'habitude à Arjun. En entendant cela, il demanda ce qu'elle voulait dire. Il dit qu'il se téléporterait là-bas quand on lui donnerait une nouvelle commande et elle fut surprise et demanda quoi. L'hélicoptère se tenait sur la piste d'atterrissage prêt à décoller. Près de là se trouvait la guilde Yongwon, escouade 1 et escouade 2, un total de 45 chasseurs, tous rassemblés autour de l'hélicoptère. Parmi eux se trouvaient Arin et Songjun. Songjun dit qu'il était sûr qu'ils avaient tous entendu. Il cria avec confiance qu'il voulait qu'ils oublient leurs échecs précédents et qu'ils redonnent de la gloire à la guilde. Tout le monde à proximité cria en unisson « Capitaine !» Songjun se tourna vers Arin, disant qu'il devrait y aller, après quoi elle accepta avec lui et partit. En décollant en hélicoptère, ils s'assirent dedans et Songjun, pendant le vol, se tourna vers elle et parla de ce qu'elle avait dit plus tôt, demandant si elle était sûre que ce gars était maintenant son voisin. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas savoir s'il avait réellement déménagé là, mais il avait évidemment visité l'appartement et il lui demanda avec surprise « Vraiment ?» Il pensa à la manière dont ils avaient fouillé chaque recoin pour le trouver, perdu tant de temps et d'argent et pourtant il avait fini juste sous le nez d'Arin. Il demanda à nouveau « Est-elle vraiment sûre de l'avoir vu ?» Elle répondit avec confiance « Oui » et Songjun réalisa que maintenant il ne serait pas difficile de le trouver. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ces derniers temps, vous donnez beaucoup de force aux vidéos récentes et je vous en remercie encore. N'hésitez pas à aimer la vidéo, cela me permet de savoir quelle série je dois continuer ou arrêter. Donc il devait se concentrer sur le portail. Arin regardait par la fenêtre en pensant à ce qui se passait. C'était lui qui avait vaincu le boss. Elle espérait vraiment qu'un jour, elle pourrait le capturer en pleine bataille. Arjun était près de la maison d'Héphaïstos. En y entrant, il dit bonjour. Remarquant qu'il n'était pas là, il demanda à Lucio s'il ne travaillait pas aujourd'hui. Elle dit que sa lumière n'était même pas allumée et soudain, elle éclata en sanglots et dit qu'elle pensait qu'il valait mieux pour eux de partir, craignant de recevoir une punition divine pour être entrés sans permission. Arjun la regarda avec surprise, demandant quoi, mais ils étaient déjà arrivés. Soudain, ils entendirent une voix menaçante demandant qui osait venir si tôt. C'était Héphaïstos, qui, en les voyant, s'exclama de manière bienveillante « Oh, c'est vous !» Tout le monde se tourna vers lui et Héphaïstos dit avec surprise qu'il n'avait pas commandé de livraison, demandant ce qui l'amenait ici. Il répondit timidement que c'était le cas et qu'il avait une demande. Héphaïstos demanda avec étonnement quelle était sa demande. Arjun dit qu'il pensait que ce serait impoli de venir les mains vides. Alors il commença à sortir des choses de son sac et Héphaïstos s'exclama « Que pense-t-il » Arjun, tenant une bouteille, dit qu'il avait apporté du soju. Il se souvenait qu'il aimait la bière. Alors il décida de l'apporter et de l'essayer. Héphaïstos, prenant le sac, dit en riant. Il lui dit de dire ce dont ils avaient besoin et Arjun commença timidement en disant qu'il voulait demander s'il pouvait le présenter à des dieux ou des déesses qui pourraient être intéressés par ses livraisons. Héphaïstos répéta pensivement « livraison ?» Il dit qu'il avait quelqu'un en tête, mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Arjun l'attrapa, demandant « Mais quoi ?» Héphaïstos lui répondit qu'il craignait que ce soit trop dangereux et Arjun s'exclama avec confiance qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car il promettait de saisir chaque opportunité, car il n'y a rien de plus dangereux que la pauvreté. Si vous êtes d'accord avec Arjun, écrivez en commentaire « Je suis d'accord ». Héphaïstos lui dit que s'il pensait pouvoir gérer la vérité, alors qu'il le transporte. Et avec ces mots, il pointa sa main vers lui, qui devint bleue. Une lumière bleue enveloppa Arjun. Il cria, demandant d'attendre, car il n'avait pas dit qui. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, Arjun se réveilla dans la forêt, demandant où il était. La forêt était sombre et dense. Arjun, debout au milieu, pensa qu'Héphaïstos l'avait jeté là sans donner aucune explication, pensant qu'attendait-il vraiment de lui. Soudain, le système montra qu'un danger avait été identifié. Arjun, ouvrant les yeux avec étonnement, réalisa que quelque chose de dangereux se dirigeait vers lui. Soudain, il remarqua un énorme sanglier qui brillait en rouge et courait furieusement vers lui, qui cria de terreur. Qu'est-ce que c'est encore ? Il réalisa qu'il ne pouvait pas esquiver et cria bruyamment quand soudain, quelqu'un tira sur le sanglier, après quoi il s'effondra au sol. Arjun était choqué. Il demanda avec peur ce que c'était. En s'approchant de l'animal, il pensa qu'il était mort. Soudain, Lucio sauta de l'herbe et cria ouf. Il avait failli être transformé en gâteau humain. Arjun
cria de surprise à Lucio. Il dit qu'il ne savait pas qu'elle le suivait et Lucio dit qu'après sa disparition, elle avait également été transportée ici. Ha-Jun la remercia sarcastiquement pour l'avoir regardé souffrir ici en silence et de ne pas l'avoir aidé. Lucio cria les bras étendus, mais c'est un tel spectacle. Elle dit avec excitation que les sangliers de l'Olympe sont connus pour leur férocité et qu'il l'avait tué d'un seul coup. Avec surprise, Ha-Jun dit que ce n'était pas lui qui avait tué ce sanglier, quand soudain, il entendit une voix disant que c'était lui. Et Ha-Jun dit avec surprise qu'il ne savait pas qu'il y avait des gens ici. Une créature avec des jambes de cheval s'approcha de lui, quand soudain, Ha-Jun leva les yeux et vit qu'au-dessus des jambes de cheval, il y avait un corps humain avec une tête. Le centaure dit que c'était un homme et une nymphe, et Ha-Jun pensa avec choc, quel étrange homme est ce cheval? Il pensa qu'au-dessus, c'était un homme, mais de la taille vers le bas, c'était un cheval. Soudain, il reçut une notification sur son téléphone et vit qu'il était écrit sur l'écran qu'il était arrivé à destination. Après quoi, Ha-Jun pensa, donc cet étrange homme est son client? L'homme dit que des étrangers ne viennent pas souvent ici, leur demandant s'ils pouvaient dire qui ils étaient. Lucio cria le centaure boiteux. Elle remarqua un bandage sur l'un des membres du centaure. Se tournant vers Ha-Jun, elle dit qu'elle semblait savoir qui c'était. Jason, le chef des Argonautes, Achille, le héros de la guerre de Troie et le plus grand guerrier qui, pendant la gigantomachie, a conduit les dieux olympiens à la victoire, Hercule. Et ce centaure était Chiron, le mentor de ces grands héros. Chiron dit, avait-il juste prononcé le nom d'Hercule en sa présence? Il sortit un arc et le pointa sur Ha-Jun, demandant, c'est-il même ce qu'il a enduré à cause de cet imbécile? Ha-Jun cria effrayé de l'attendre parce qu'il était généralement silencieux. Il balbutia aussi vite que possible qu'Héphaïstos les avait envoyés. Ils étaient venus avec une livraison, mais pas du tout pour lui causer des ennuis, il le jure. Héphaïstos dit pensivement Chiron, soudain criant encore plus furieusement. Le prenait-il pour un imbécile? Ha-Jun, criant, esquiva ses flèches et cria qu'il ne mentait pas. Plus tard, ils étaient dans une vieille maison au milieu de la forêt. Ha-Jun était assis devant Chiron et dit que c'était ainsi qu'ils s'étaient retrouvés ici. Et Lucio ajouta que c'était vrai. Chiron, levant la main à son visage, dit pensivement, intéressant, Héphaïstos, en règle générale, ne le mentionne pas en présence de n'importe qui. En regardant Ha-Jun, il pensa, non. Quoi qu'on en dise, il n'est en aucun cas un héros. En regardant Lucio, il pensa, cependant, c'est une nymphe. Même les héros les plus éminents peuvent à peine se vanter d'une amitié avec des nymphes, surtout s'ils sont leurs compagnons de voyage. Ha-Jun chuchota à Lucio, pourquoi cet homme est-il si méfiant? Ils lui ont déjà tout expliqué. Pourquoi ne les croit-il pas? Lucio lui répondit qu'elle ne savait pas. Il disait de lui qu'il avait une âme blessée. Chiron se tenait pensivement devant eux tout ce temps et dit qu'il avait décidé qu'il les croyait. Lucio cria de joie à Chiron. Il est vraiment le plus sage des sages. Chiron demanda, alors, les deux peuvent-ils lui donner tout ce qu'il veut? Ha-Jun dit embarrassé que pas littéralement tout, mais beaucoup. Et Chiron, le regardant, pensa qu'il valait peut-être la peine de le tester. Il leur dit d'aller à travers la forêt, vers le nord. Là, ils trouveraient une grotte géante. Ils devaient récolter la salive du paresseux géant qui y dort. Après avoir reçu le bocal, Ha-Jun demanda avec surprise ce qu'était la salive. Il pensa que Chiron voulait qu'il mette de la salive dans un bocal et la lui apporte. Ha-Jun lui posa une question à voix haute, disant qu'il espérait ne pas devoir littéralement prendre la salive de la bouche de cet homme, n'est-ce pas? Chiron lui répondit non au sens littéral, lui demandant s'il avait des objections. Ha-Jun pensa que c'était, bien sûr, une violation totalement impensable de l'espace personnel d'une autre personne. Mais il courut et rit, disant, bien sûr, il peut supposer qu'il a déjà un bocal de salive. Il pensa que ce n'était pas une raison de refuser la commande, et Chiron le regarda partir, disant, un imbécile. Il ne s'est même pas donné la peine de demander quel danger l'attendait sur ce chemin. C'était un simple test qui montrerait s'il devait lui faire confiance. Même si par miracle, il sortait de cette forêt vivant, il devrait alors traverser la ville rocheuse et enneigée à travers laquelle personne ne pouvait passer. Chiron pensa que s'il était un beau parleur, un coup d'œil à ces montagnes le ferait abandonner. Ha-Jun courut aussi vite qu'il pouvait, poussant du sol. Il s'envola et Chiron dit avec choc, quoi? Son costume de coureur avait une compétence de super saut. Une fois utilisé, il durait 1 minute. Ha-Jun pensa qu'il s'était déjà bien habitué à ce costume. À cette vitesse, ils atteindraient bientôt la grotte. Il sauta sur les rochers et atterrit enfin devant le trou dans la roche. La destination était atteinte. À ce moment-là, il reçut une notification indiquant que le costume de coureur était désactivé. Le temps de redémarrage était de 32 secondes. Ha-Jun, voyant cela, pensa « Quel dommage ! Il avait utilisé la fonctionnalité du costume trop impitoyable
incroyablement. Il dit qu'il avait le vertige, demandant à Lucio si elle était très malade. Il lui dit que puisqu'ils étaient là, il devait lui obtenir de la salive. Et Lucio répondit oui, proposant de le faire le plus rapidement possible. Ils marchèrent à travers la grotte. Ajun éclairait le chemin avec une lanterne et pensait qu'ils étaient déjà descendus profondément. Mais il ne voyait personne dormir ici. Soudain, regardant Lucio, il lui demanda « Avait-elle peur ?» Elle lui répondit spontanément que la peur n'était pas caractéristique des nymphes. Quand soudain, elle cria d'horreur. Ajun lui dit de ne pas crier si soudainement car il pensait qu'elle avait vu un monstre ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, il vit de nombreuses têtes terribles du monstre qui ressemblaient à des serpents et, sortant leur longue langue, le regardaient. Ajun était choqué de penser qu'il n'aurait pas à s'inquiéter du manque de salive et Lucio pensa qu'il était fou. Chiron marchait sur le sol, faisant claquer ses sabots et maudissant, disant « Imbécile, où est-il allé ?» Il pensait qu'il était une personne ordinaire et ne savait pas qu'il cachait de telles capacités. Soudain, il vit que le sol en un endroit était cassé, demandant avec choc « Est-il vraiment allé à la grotte ?» Chiron perdit son sang-froid, criant de devenir fou. À ce moment-là, une lumière verte commença à émaner de lui. Ses yeux devinrent fous et il sauta en avant de toutes ses forces, poussant le sol avec la pensée qu'il ne devait pas entrer dans la grotte parce qu'il y avait des monstres immortels là-dedans. Ajun se tenait devant ces monstres, pleurant et pensant à l'horreur. Il attrapa rapidement Lucio qui cria « Quel monstre dégoûtant !» Debout derrière un gros rocher, Ajun, regardant par derrière, dit qu'il semblait que le monstre dormait maintenant et Lucio lui demanda avec choc comment cela était possible. Elle dit « Un énorme serpent avec plusieurs têtes. C'est un monstre gigantesque, l'hydre. » Ajun demanda avec surprise « Hydre !» Elle demanda à Ajun ce que Chiron lui avait confié. Il lui répondit « Mais comment devrait-il savoir ?» Il dit qu'il ne savait pas qu'il devrait obtenir la salive de ce monstre. En regardant devant lui, Ajun pensa que Chiron l'avait trompé. Il pensa qu'il pourrait faire quelque chose d'autre avec le casque d'Hadès, mais il devait y aller sans. Soudain, il vit un écran devant lui et demanda avec étonnement « Qu'est-ce que c'est ?» Une invite apparut à l'écran devant lui, disant qu'en cas d'urgence, il pouvait utiliser le service de téléportation. Après avoir lu cela, Ajun demanda le service de téléportation avec surprise. L'écran disait que pour seulement 5000 pièces, il transférerait les marchandises qu'il avait achetées à l'endroit où il se trouvait maintenant. Et Ajun cria en colère 50 millions juste pour déplacer les marchandises. Il avait acheté le casque d'Hadès mais c'était un vol manifeste. Réalisant rapidement que ce n'était pas le moment de choisir, il pointa l'écran et 5000 pièces furent déduites de son solde, le laissant avec 188 700 pièces. Lucio lui cria qu'un casque venait de tomber du ciel. Ajun, pleurant, le prit dans ses mains et dit que c'était ses 50 millions durement gagnés. En mettant le casque, il dit nerveusement que l'hydre était fini. Ajun avança et Lucio cria « Que fait-il ?» L'entrée est du mauvais côté. Ajun dit qu'il le savait en fait. Et Lucio cria « Est-il fou ?» C'est l'hydre elle-même. Elle cria que c'était un énorme monstre, la fille de Typhon. Même les dieux de l'Olympe ont peur du poison mortel de ce monstre. Ajun pensa avec surprise. Donc, c'est la fille du monstre? Poussant Lucio de côté, il dit que ce Typhon avait semé sa graine partout. Et elle, essayant de le retenir, cria que ce n'était pas le moment de plaisanter. Elle cria les larmes aux yeux que cette fois c'était différent et pas comme avec ce sphinx. Ajun lui dit avec confiance qu'il pouvait s'en occuper, lui disant d'aller à l'entrée pour le moment. Lucio cria son nom, mais il ne répondit pas. Et elle cria de toutes ses forces qu'il était un vrai imbécile et que le poison mortel de l'hydre fasse fondre sa peau et ses os. Après ces mots, elle partit. Et Ajun, laissée seule, pensa « Eh bien, elle aurait pu partir gracieusement. » Mais à la fin, elle ne laissa que des malédictions. Il parla ainsi, maintenant, et regardant avec des yeux effrayés le monstre, il dit avec confiance qu'il était temps de commencer la livraison. Prenant le bocal, Ajun se dirigea vers l'avant, droit vers la bouche de l'hydre. Il dit qu'il pourrait dormir normalement, mais c'était décidé par ses yeux, le terrifiant complètement. Ayant ouvert le bocal, il le porta à sa bouche, disant « Il pense qu'il vaut mieux ne pas toucher ça, sinon quelque chose de terrible se produira. » Ajun pensa à pourquoi on lui avait dit de l'obtenir. Quand il eut fini, il dit « D'accord, il espère que c'est suffisant pour lui, qu'il laisse Chiron essayer de lui donner un petit pourboire pour la livraison. » Soudain, il sentit des secousses et demanda avec choc ce qui se passait. Le plafond s'effondrait-il? Il cria d'horreur. Il y avait de la poussière partout et il se demanda si c'était un tremblement de terre. À son horreur, Ajun remarqua que son bocal s'était cassé, criant « Oh non !» Il ne pouvait pas récupérer la salive sans cela. Ajun se tenait devant l'hydre et maudissait bruyamment, puis dit « Non ». Elle s'est réveillée. Il essayait de se rappeler qu'il portait un casque et qu'il ne devait pas montrer qu'il était là. Quand soudain, il entendit une voix demandant qui il était.
La voix disait qu'elle sentait l'odeur des fantômes de l'enfer avec la peau écorchée, lui demandant « Envoyer des abysses ?» Ha-Jun, les yeux grands ouverts, pensa-t-il qu'elle l'avait senti. L'hydre riait en disant qu'il ne devait pas avoir si peur de lui. Ce merveilleux casque qui le couvre appartient à Hadès, n'est-ce pas? Ha-Jun réalisa qu'Elsé voyait à travers lui, après quoi l'hydre lui demanda pourquoi il était venu. Même de si loin, ayant Styx, Ha-Jun, tremblant peur, pensa qu'il était venu pour la salive, mais s'il disait cela, elle le tuerait immédiatement. L'une des têtes demanda « Est-il possible de traverser la rivière Styx ?» Une autre tête répondit qu'Hadès l'avait envoyée, demandant « Quoi? Voulait-elle mourir ?» Les têtes commencèrent à se quereller. Soudain, l'hydre demanda à nouveau à Ha-Jun pourquoi il hésitait. L'hydre dit qu'elle espérait qu'il ne l'avait pas réveillé pour des bêtises. Parce que si c'était le cas, mais avant que la tête ne puisse finir de parler, Ha-Jun dit qu'il était venu des abysses pour prendre de ses nouvelles. Avec ces mots, il enleva son casque, pensant qu'il était dans une impasse. L'hydre demanda avec surprise « Pour prendre de mes nouvelles ?» En y pensant, elle dit cela comme ça. Était-il envoyé par Cerbère? Ha-Jun répondit « Oui, exactement », disant qu'il semblait qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec elle dernièrement. Alors, il lui avait demandé de venir prendre de ses nouvelles. Et l'hydre répondit « D'accord. Ce petit gaz est intéressé par comment va sa grande sœur. Elle a vécu pendant tant de millénaires, mais pour la première fois voit cela. » Ha-Jun regarda devant lui avec choc. Devant lui se trouvait une femme aux cheveux noirs et à la longue robe noire qui lui demanda comment il allait. « Est-il correct en tant que garde ?» Ha-Jun pensa. Grande sœur, sous le choc. Lucio vola dans l'immensité des montagnes enneigées en pleurant. Elle pensait qu'Ha-Jun était un tel imbécile. Même lui ne peut pas faire face à l'hydre. C'est du suicide. Elle décida qu'elle devait descendre et demander de l'aide. Avec cette pensée, elle descendit en volant et rencontra soudainement Chiron, qui lui demanda pourquoi est-elle seule. Elle lui cria que Ha-Jun était maintenant allé voir l'hydre et Chiron, mettant sa main sur son visage, dit pensivement « Cela signifie qu'il a finalement atteint l'hydre. » Lucio cria qu'il devait rapidement aider Ha-Jun et Chiron dit que même lui, un demi-dieu, ne pouvait pas faire face à l'hydre. Lucio s'exclama « Que faisons-nous alors ?» Chiron pensa « J'aurais dû le renvoyer. » À ce moment-là, Chiron, la regardant, soupira et, brillant de nouveau en vert, lui dit de montrer le chemin. Lucio demanda à Chiron sous le choc. Il lui dit qu'il ne pouvait pas permettre au jeune homme de mourir pour lui. Ha-Jun était dans une grotte. L'hydre se tenait devant Ha-Jun et il dit avec surprise « L'hydre sous forme humaine. » Elle dit qu'il semblait surpris de la voir. Après qu'elle ait été scellée ici, elle ne peut plus revenir à sa vraie forme. Même son frère ne l'a pas vue comme ça, donc il ne sait pas. Ha-Jun pensa « Petit frère, parle-t-elle de Cerbère ?» Il se demanda avec surprise « Qu'en est-il de leur généalogie ?» L'hydre parla spécifiquement, demandant comment allait son frère cadet. Elle dit qu'elle ne pouvait pas le contacter, donc elle était très inquiète. Et Ha-Jun cria « Qu'il allait très bien. Il dit qu'il mange 3 fois par jour et est payé, donc il est très heureux de sa profession. Et qu'il est un excellent animal de compagnie. » Et l'hydre, couvrant sa bouche avec sa main, demanda « Vraiment ?» Elle dit qu'elle était heureuse d'entendre cela, et Ha-Jun dit que puisqu'il a dit bonjour, il était temps pour lui de partir, pensant que s'il restait ici, il pourrait être pris en train de mentir. Après cela, l'hydre parla pendant 1 minute. Ha-Jun fut surpris, et elle se tourna vers lui et dit « Puisqu'il est venu à la demande de son frère, ne pouvait-elle pas simplement le laisser partir? Qu'adviendrait-il de sa réputation ?» Ha-Jun réalisa qu'il ne pouvait pas bouger et dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit de ce genre. Soudain, les yeux de l'hydre devinrent rouges. Elle sortit sa longue langue et lui dit de ne pas refuser, lui ordonnant de la prendre. Elle se tourna, au milieu de son dos. Il y a des écailles qui sont différentes en couleur. Il peut les arracher et les prendre pour lui. Ha-Jun pensa avec choc. Demande-t-elle soudainement de lui arracher ses écailles? L'hydre lui dit de ne pas avoir peur. Ces écailles contenaient une puissance dangereuse qui lui serait utile. Ha-Jun pensa, si c'est le cas, est-ce vraiment un objet comme l'artefact de Sun Wukong? Ravi, il pensa qu'alors il n'avait aucune raison de refuser. En disant, eh bien, rien ne peut être fait. Et en riant, il tendit ses mains vers le dos de l'hydre. En essayant d'arracher les écailles, il pensa, pourquoi ne pouvait-il pas les arracher? Soudain, il pensa, c'est comme si c'était collé à son dos. À ce moment-là, le costume de course s'activa. Épuisé, il tomba au sol. Il y avait de la poussière partout. Il dit à quel point c'était glissant, disant que ça avait marché. Il avait un morceau d'écaille dans les mains et il cria qu'il avait réussi. L'hydre, elle lui sourit, disant bien joué, mais lui demanda s'il n'était pas trop gourmand. Elle dit qu'elle ne pensait vraiment pas qu'il avait des vues sur elle, disant mais qu'il fasse ce qu'il veut. L'hydre s'allongea sur le sol et Ha-Jun cria que c'était une sorte de malentendu. Soudain, Chiron apparut à côté de lui, qui soupira et dit qu'il ne pouvait pas y croire. Ha-Jun se tourna avec surprise et en le voyant, demanda
cria « Quoi ?» Chiron, le regardant, demanda stupéfait. Avait-il vaincu l'hydre elle-même? Arjun se tenait entouré de flammes bleues. À côté de lui, l'hydre était allongé sur le sol et pleurait. C'est ainsi que cela apparaissait à Chiron. Arjun lui demanda ce qu'il faisait là. Lucio, assise sur le dos de Chiron, cria soudain à Arjun qu'elle était tellement heureuse qu'il soit vivant. Il la regarda avec surprise, disant que c'était dangereux ici, et lui dit d'attendre dehors. Lucio cria en retour, mais il ne l'avait pas écouté non plus. Arjun lui dit avec un sourire qu'elle était toujours fidèle en la secouant, et elle cria qu'elle avait mal. Chiron se tenait à distance, les regardant et pensant « Est-ce que cet homme a vraiment vaincu l'hydre ?» Même Hercule avait du mal à la gérer, pensant qu'Héphaïstos avait envoyé un véritable monstre. Arjun plaisantait avec Lucio quand il remarqua soudain que l'hydre le regardait et s'excusa auprès d'elle, disant qu'ils étaient trop bruyants. N'est-ce pas? Elle ne dit rien, demandant d'ailleurs « Est-ce sa nymphe ?» Il dit que c'était juste une fille du quartier. Lucio cria que quelqu'un comme elle était considéré parmi les nymphes elles-mêmes. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Arjun lui couvrit la bouche avec sa main. L'hydre, la fille du quartier, dit rêveusement. Elle dit comment? De manière inhabituelle, soudain, ses yeux devinrent très rouges. Et elle dit aussi « Ça fait longtemps ?» se tournant vers Chiron. Elle lui dit qu'il avait vieilli, demandant si le temps n'épargne vraiment pas même les immortels. Après cela, elle ajouta « Où est-ce que son poison l'avait affecté ?» Arjun, tenant Lucio dans ses mains, répéta le poison, demandant avec surprise ce qui s'était passé entre eux. Lucio dit qu'elle n'était même plus surprise par son ignorance, demandant ce qu'il voulait savoir. Elle lui dit que c'était déjà une histoire bien connue. Hercule, la flèche empoisonnée de l'hydre, et aussi la fin de la vie immortelle de Chiron. C'était un accident. Ensuite, les centaures gisaient sur le sol, vaincus. Chiron gisait parmi eux et retira une flèche de son genou. Non, c'était plus comme une rétribution pour avoir élevé un monstre. Chiron était assis dans une immense salle du château devant un homme assis sur un trône. L'homme se tourna vers lui, demandant au sage Chiron, lui demandait-il de lui retirer l'immortalité qu'il lui avait donnée. Il dit qu'il lui demandait cela, appelant l'homme Zeus, et dit qu'il ne pouvait plus endurer ce tourment. Zeus, l'écoutant, dit d'accord, considérant qu'il avait élevé tant de héros. Il lui donnerait une constellation. Et Chiron cria « De quoi parlait-il » Zeus lui dit qu'il ne pouvait pas mourir et qu'il comprendrait plus tard. Et Chiron, désespéré, cria « Mais Zeus !» Ainsi s'acheva sa vie de sage. Et il devint la divinité qui régnait sur la constellation du Sagittaire. Il devint la constellation Chiron. Ce poison d'hydre tue tous les êtres vivants. Elle dit qu'il était également infecté par ce poison, mais qu'il avait pu atteindre cet endroit. Il se maintenait sûrement grâce à la puissance de la constellation. Chiron dit avec colère qu'elle avait toujours la même langue de serpent désagréable, demandant si elle voulait qu'il la coupe. L'hydre rit, répétant ces mots et disant qu'il était autrefois un homme si doux. Se tournant vers Arjun, elle demanda « Je pense que tu t'appelles Arjun ?» Il répondit « Oui, c'est ça. » Et l'hydre lui montra quelque chose. Lucio cria soudainement en lui couvrant les yeux avec ses mains pour qu'il ne la regarde pas. Elle cria « Veut-il que des restrictions d'âge soient imposées sur lui ?» L'hydre, les regardant, lui demanda qu'il était ici pour sa salive à la demande de Chiron. La regardant avec surprise, Arjun lui demanda. Alors elle savait tout depuis le début. L'hydre répondit que ça sentait comme Chiron et ayant recueilli de la salive dans une fiole, elle la tendit à Chiron, lui disant de la prendre. Il cria avec excitation. Qu'avait-elle en tête? Elle ne pouvait pas simplement lui donner l'antidote. L'hydre dit qu'il la prenait pour une sorte de méchante, ajoutant qu'en fait, ce n'était pas elle qui l'avait empoisonnée, mais Hercule, n'est-ce pas? Arjun cria de choc. Hercule, est-ce l'élève de Chiron? L'hydre, tenant la fiole dans sa main, dit « Mais tout ce temps, elle attendait qu'il vienne chercher l'antidote. » Ils se regardèrent, et Chiron, prenant l'antidote, le but rapidement. Soudain, il toussa, son corps brillait en violet, et le bandage sur sa jambe se détacha. Tout le monde regarda cela avec surprise. Chiron tomba au sol, et l'hydre se tenait devant lui, le regardant. Arjun, se tournant vers elle, lui demanda avec surprise si c'était vraiment elle, mais n'eut pas le temps de finir. Entendant les gémissements de Chiron qui disait que sa jambe était revenue à leur état précédent, tout ce temps, il endurait la douleur dans le monde des constellations. Enfin, il pouvait mettre fin à ce tourment. L'hydre, le touchant, dit qu'il avait dû endurer beaucoup. Son tourment avait duré une éternité. Arjun courut vers lui, criant « Chiron !» Plus tard, ils étaient chez lui. Arjun était assis avec Lucio par terre, disant pourquoi il ne sortait toujours pas. Il dit qu'il espérait qu'il ne retiendrait pas les frais de livraison. Et Lucio cria « Qu'est-ce qu'il raconte? Comment peut-il parler de Chiron de manière si désobligeante ?» Elle dit qu'en y réfléchissant, c'était l'hydre qui lui avait donné l'antidote. Donc il ne pouvait pas réclamer de paiement pour la livraison. Arjun soupira de frustration et à ce moment-là, Chiron entra dans la pièce. Il s'excusa auprès d'eux, demandant combien de temps ils avaient attendu. Il était très content et dit qu'il cherchait quelque chose. Donc,
il avait tardé. Chiron tenait un arc dans sa main et riait de manière bienveillante. Arjun dit que c'était plus long qu'il ne le pensait et Lucio, lui couvrant la bouche, dit qu'il n'avait pas attendu beaucoup. Arjun lui demanda s'il parlait d'un arc. Chiron répondit exactement, bien qu'il allait le donner à Hercule, mais il pensait que cela lui conviendrait mieux. Arjun, semblant contrarié, pensa qu'il serait mieux s'il lui donnait de l'argent. Il dit à voix haute que, quoi qu'il en soit, il accepterait l'arc avec gratitude quand soudain une personne inconnue apparut dans l'embrasure de la porte. Chiron lui cria qui il était. Arjun ne comprenait pas qui c'était. L'homme s'excusa de venir les voir si soudainement. Lucio dit la même chose, choqué, mais elle fut interrompue par l'homme qui dit qu'il leur expliquerait en détail plus tard. Il portait une armure lourde et tenait une énorme épée. Lucio cria sous le choc, « Est-ce le dieu de la guerre, Arès ?» Arjun dit pensivement, « Arès, l'imbécile de l'Olympe. » Lucio, en entendant cela, cria, « Est-il fou ? Arès est le fils de Zeus et Héra, c'est-à-dire un prince parmi les dieux. » Soudain, il dit à l'homme et à la nymphe, « Est-il Arjun ?» Il répondit timidement, « Oui. » Et Arès, disant qu'il l'avait trouvé, se poussa du sol aussi vite qu'il le pouvait et courut vers lui. Arjun cria, pensant à ce qui se passait. À ce moment-là, Arès, ne l'ayant pas encore atteint, tomba à genoux devant lui, le suppliant de l'aider. Arjun se tenait sous le choc, pensant qu'à 27 ans, était le premier parmi les hommes devant qui un dieu s'était agenouillé.